Oui, bonjour à tous. Je suis le vice-président à la communauté d'agglomération en développement économique et le président de La Rochelle Technopole. Ils sont actuellement au JAS avec 33 startups qui exposent. Mais vos ateliers sont très importants. Vous savez que, alors tout le monde parle et nous on en parle de la démarche de notre objectif territoire zéro carbone. Mais il faut dérouler et il faut que tout le monde déroule, c'est-à-dire les concitoyens, les collectivités et les entreprises. Et ce qui est très important, c'est tout ce que vous allez travailler aujourd'hui. Pour nous, c'est extrêmement important, l'empreinte carbone et l'éco-conception. L'éco-conception est encore plus important pour nous parce que il faut savoir que la taxe sur les déchets va évoluer, que ce soit pour les entrepôts, pour les particuliers, à partir de 2025-2026. Il va y avoir une grande réforme qui est en train de passer à la communauté d'agglomération qui va mettre 2 ou 3 ans. Et il va falloir faire de gros efforts pour limiter tous nos déchets et de recycler un maximum tous nos déchets, que ce soit en entreprise, mais tout type d'entreprise, entreprise dans l'hôtellerie, entreprise commerciale, entreprise industrielle, et nous, particuliers, parce que si on fait pas d'efforts, on aura nos taxes qui vont doubler, vont multiplier par 10 sur les déchets. Voilà. Donc, j'ai posé le problème. Donc maintenant, il va falloir trouver des solutions ensemble avec les collectivités et vous. Et c'est vous les mieux placés pour trouver les meilleures solutions pour vos entreprises, pour essayer d'avancer dans ce sens sans pénaliser votre activité et l'emploi et tout au contraire, trouver des solutions justement pour qu'on puisse faire le moins de déchets possible sur l'agglomération. Et après, l'empreinte carbone, on le voit actuellement, le climat est en train de changer, même si certains osent dire encore qu'il ne changera pas. On voit ces types de températures extrêmes qui arrivent. Donc, il va falloir tous aussi faire des efforts et autant dans la conception, dans toute l'industrie. Je vous dirais que j'étais l'autre jour avec le cluster agroalimentaire. Ils sont dans l'emballage, recycler les emballages parce que eux consomment beaucoup d'emballages, donc essayer de voir avec les grandes distributions et tout, revoir tout ce type d'emballage. Voilà, tout le monde est dans ce type. L'autre jour, j'étais avec Alstom aussi, où là, je vous cache pas, ils sont en train de faire des recrutements monstres pour les prochaines années, mais aussi ils sont en train de voir pour leur train, de voir comment réutiliser le train, le refit à l'extrême pour éviter de faire le moins de déchets possible. Donc je vois et je suis très heureux que vous soyez aussi nombreux, parce que c'est l'avenir et notre filière est très importante, votre filière sur l'agglomération et sur la région, la Nouvelle-Aquitaine, qui est Marjorie est là et elle peut en témoigner. Et je peux vous dire un petit truc que j'avais déjà évoqué il y a quelque temps, le pôle de course au large. Il faut savoir que le ponton définitif va être mis en place au port de pêche. On va pouvoir accueillir maintenant définitivement 2 ou 3 IMOCA ou autres. Et hier, on a eu une réunion avec le département. La présidente du département, le président d'agglomération avec toutes les parties présidentes du port de pêche, et c'était acté pour que voilà, maintenant on avance tous ensemble pour parce qu'au port de pêche il y a un problème de je sais pas comment vous appelez ça clapot, voilà, merci. Le clapot très important. Je fais pas de bateau, donc je peux pas être partout. Donc et là, il faut avancer le museau et en faire en sorte que ce plateau soit stable au port de pêche. Mais je peux vous garantir que maintenant c'est parti et je suis très heureux de vous l'annoncer que toutes les parties soient comme ça partie prenante. Et Yannick est pas là, mais je voudrais remercier. Il sera là le jour, il sera là. Le remercier fortement parce que sans lui, j'aurais pas pu mener l'étude préalable et grâce à lui, ça a permis de relancer enfin sur notre agglomération. J'appelle ça la Formule 1 pour moi, le port de course au large. Mais je trouvais ça, moi en tant qu'ancien industriel, je trouvais ça complètement aberrant qu'il n'y ait pas la Formule 1 sur notre agglomération. Donc maintenant, je compte sur vous parce qu'il faut savoir que c'est grâce à vous, Atlantic Cluster, qui m'a fortement aidé. Et j'ai passé l'étude, on a donné une subvention à Atlantic Cluster pour que ce soit Atlantic Cluster fasse l'étude et avance sur ce projet et que ce soit pas une histoire politique d'un ou de l'autre. Et je trouve merci à vous tous parce que grâce à vous, on a fait un grand pas en avant et je vous souhaite de bons travaux. Merci. Merci à tous les deux. Donc, on a appris qu'il y avait du clapot à l'Houmeau et on va apprendre qu'il y a des solutions ici pour répondre aux problèmes d'éco-conception des matériaux dans l'industrie nautique. Merci à Fabienne, la présidente du cluster, qu'on retrouvera à l'issue de ces 2 rendez-vous d'aujourd'hui avec le vice-président de la région qu'on vient de citer, puisqu'on salue Marjorie Gorge, qui est quelque part dans la salle, qui est là, pour ceux qui ne l'ont pas encore
rencontrer, vous devez être rare, qui chapeautent l'activité qui vous est chère. Allez, sur ce premier plateau, on est bien ici, il fait presque encore bon, j'espère que ça va durer avec la clim. On accueille les représentants de 3 chantiers. Antoine Mainfray de l'atelier Interface, vous pouvez venir vous installer au fur et à mesure si vous êtes là. Ici, Lalou Rouquayrol de Lalou Multi, que j'ai salué tout à l'heure, qui s'est débrouillé pour demander à la préfecture qu'il n'y ait pas de course cet après-midi pour être avec nous. Bravo Lalou, c'est pas très courageux. Mathieu Fontaine du chantier Fontaine-Pajot. Mathieu, si vous voulez bien nous rejoindre. On a un architecte naval et non des moindres qui est là, Éric Levé. Et côté bureau d'études, on a eu des défections. On doit avoir plateforme canoë. Est-ce qu'ils sont là ou pas finalement? C'est ça, j'étais pas sûr parce que j'avais... Et je voudrais donc les excuser. Et excuser aussi, on s'est échangé un SMS tout à l'heure, Aquitaine Chimie Durable, qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. On aura peut-être une surprise vidéo, je regarde Gaël parce que j'ai pas vu la vidéo, avec Arthur Levaillant. Peut-être, bon. Et en tout cas, on a Sébastien Guéret de GDS Composite qui lui est bien là et pas en vidéo. En vrai, il est au centre du... Bah oui, il va même prendre un micro dès qu'il arrive. Sébastien, c'est la punition du dernier. Bienvenue. On va commencer avec vous, Sébastien. En fait, il y a un des deux micros qui ne marche pas. Je crois que ça va être le jeu. Tout qu'on va trouver lequel ne marche pas, on va les enlever. Comme ça, on sera plus embêté après dans le tracé. Voilà. On va essayer l'autre. Ah, il marche, me dit-on. Il marche, d'accord. Il s'allume pas. Ça me rappelle des souvenirs avec nos EDF. On a eu le même problème il y a un an pile. 1, 2, 1. Ah, voilà. Bon, que ça marche. Allez, on y va. Sébastien, peut-être un petit mot de présentation. C'est pas immodeste de dire qu'il faut peut-être présenter votre société et ce que vous faites. Ouais, merci à tous. Désolé pour la technique, mais bon, C'est pas lui qui s'en occupe. Non, il faut pas faire son micro, sinon On va faire son micro, du bon. Donc Sébastien Guéret, GDS Composite, on est une PME basée à Soubise. On travaille sur les écomatériaux, moi j'ai créé GDS en 2017. Tout le monde sait où est Soubise, évidemment, parce qu'il fait comme c'était. Sous la carreau. Bassin de la Carreau, au sud de Rochefort, voilà. Joli port de pêche, de la Gade, la Charente, voilà. J'ai créé GDS en 2017 suite à une réflexion que j'ai menée au CNRS. Moi j'étais ingénieur au CNRS. J'ai travaillé sur des écomatériaux, j'ai commencé en 2002. Excusez-moi, on va changer, normalement il devrait fonctionner. 1, 2. Ah, c'est beaucoup mieux. Merci. Donc, petit rappel. Donc, j'ai commencé les écomatériaux en 2002 sur Caen et Le Havre, donc dans le berceau du lin, en Normandie. Et on a fait nos premiers écomatériaux à base de fibres naturelles qu'on a tissés à la main au tout début. Et on a beaucoup rigolé avec nos collègues, mais on s'est dit waouh, il y a quand même beaucoup de potentiel. Et allons plus loin. Au CNRS, on a bien joué avec les machines, on les a triturées, maltraitées. Et puis on s'est rendu compte du potentiel. Et après, toute la partie filière textile était là, mais textile plutôt habillement et pas technique. Du coup, je suis parti dans la partie textile, technique, et on a créé une filature en Normandie, à Caen, pour les matériaux composites à base de fibres naturelles, notamment le lin. Voilà. Justement, c'était important, Sébastien, c'est pour ça que je tenais à ce que vous puissiez rappeler ce parcours. Ça fait 20 ans, je suis pas très bon en mathématiques, ça fait 20 ans qu'on y réfléchit, et aujourd'hui on en parle comme si on était non pas en train de le découvrir, j'avais caricatural comme trop souvent je peux l'être comme journaliste, mais en tout cas on a l'impression qu'on n'avance pas très vite. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on peut peut-être avancer plus vite, et avec quels matériaux? Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui des pistes à suivre? Puisqu'on a parlé de solutions à la début. Alors, moi, ça fait que 20 ans, mais j'ai des collègues, ça fait 50 ans qui travaillent dessus. Ils ont commencé bien avant moi. Et aujourd'hui, ça avance lentement parce qu'il n'y a pas de normes où c'est trop cher. Enfin, clairement, c'est ce qui nous freine. Techniquement parlant, ça marche, ça fonctionne. Tant qu'il n'y aura pas une obligation, où ce ne sera pas imposé, on ne pourra pas aller plus loin. Quand j'adorais mon collègue Moussa, au CNRS, il me disait toujours, Sébastien, tu as le choix entre la fibre de verre et la fibre de lin. Si tu portes un t-shirt en fibre de verre, qu'est-ce que tu en penses? Bah, oui, effectivement, un t-shirt en fibre de lin, c'est quand même beaucoup mieux. Ça gratte pas, ça pique pas. C'est plutôt confortable. Ça régule la température, l'hygrothermie, voilà. Et c'était pareil pour les fibres de verre. Aujourd'hui, on a un gros problème de recrutement dans le secteur de l'autisme. On a des matériaux qui sont irritants, polluants, on a du mal à les supporter. Si on bascule sur la fibre de lin, bah, déjà, c'est moins irritant et on peut le supporter plus facilement. Alors, peut-être que c'est utopique ce que je dis, mais en tout cas, ça fait 20 ans que nous, y travaillons. Et mine de rien, l'organisme, lui, je le ressens. Parce qu'au début, c'était comme tout le monde, fibre de verre, fibre de carbone, très bien. Mais du coup, il y a beaucoup de points avantageux par rapport à ça. Et surtout, c'est disponible aujourd'hui. Il y a 20 ans, effectivement, c'était dans un laboratoire, on tracissait ça à la main.
Aujourd'hui, c'est vraiment une filature qui est en construction. Tous les gros tisseurs qu'on connaît comme CRTech, Chaumard et autres s'y mettent et c'est dispo sur le catalogue. Alors vous êtes entouré par 3 chantiers, on va venir avec eux parce qu'ils vont pouvoir justement réagir à ça. Juste une question, vous avez dit irritant et polluant, on aurait pu dire aussi difficile à recycler. Est-ce que justement les pistes que vous étudiez aujourd'hui un peu plus encore qu'il y a 20 ans sont des pistes où on sera forcément dans du recyclable et que c'est prévu dès le début? Alors, l'éco-conception, c'est un grand mot et parfois c'est un gros mot parce qu'on l'utilise à mauvaise escient. Quand on parle de l'éco-conception, c'est vraiment du berceau au berceau, quoi. Quand on fait une pièce, c'est pas on l'a fait, à plus loin, c'est on l'a fait et qu'est-ce qu'on en fait après, en seconde vie. Ou est-ce qu'on peut la réutiliser, réemployer, enfin voilà, il y a plein de termes et plein de mots. Le lin, ça se recycle très bien. On a quand même des liants qui sont pétrochimiques, malgré tout. On peut faire une super pièce qui est fine naturelle, qui respecte l'environnement, qui est magique, qui est géniale. Si on la vend pas, ça n'a aucun intérêt en fait. Derrière, il y a quand même un client qui est là, qui a une attente de qualité, de pérennité, de durabilité. Et si on n'a pas fait tous ces pas, c'est compliqué. Sébastien, je vous propose de donner le micro à votre voisin Alalou, qui lui est déjà, comme les 2 autres d'ailleurs chantiers qui vont témoigner, en train d'expérimenter, de fabriquer. Qu'est-ce que tu choisis comme mot justement, Alalou, quand tu parles de ça? On est dans l'expérimentation. Comment tu expliques justement qu'un ingénieur comme ton voisin dit ça fait 20 ans qu'on est là-dessus et que toi, tu vois, tu n'en parles reproche, qu'on se encore en train d'expérimenter? On a perdu du temps, on n'a pas mis les moyens? Non, après ça dépend vraiment des secteurs. Nous, on n'est plus dans un secteur de la compétition, donc du coup, on expérimente de fait parce que on essaye donc d'avoir les bateaux les plus performants possibles. Aujourd'hui, le lin, pour avoir nous expérimenté, ça correspond pas aux normes dont on a besoin donc sur un bateau de course. Donc on peut le mettre sur certaines pièces, mais ça correspond pas, par exemple, à des normes notamment de structure. Donc alors je précise, hein, donc on est sur des bateaux de course, on n'est pas sur un bateau donc de plaisance. Effectivement, c'est quelque chose qui peut complètement se mettre sans aucun problème. Donc le lin c'est bien, mais là où on est allé un peu plus loin, c'est donc dans les résines. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on est sur des thermodures, donc thermodures, hein, juste pour récapituler, c'est polyester, vinylester, époxy en schématisant. Donc thermodure, tant qu'on est sur les thermodures aujourd'hui, on n'a pas la capacité d'avoir ne serait-ce que la possibilité donc de les recycler. Donc la plupart du temps, c'est enfoui, voire broyé et puis incinéré dans certaines conditions. Donc c'est ce qu'on voit par exemple avec les pales d'éoliennes. Je pense que beaucoup de monde on peut le voir, donc ça traîne pas mal sur les réseaux. Donc la particularité qu'on a développée donc avec un de nos partenaires qui est Arkema notamment, c'est d'aller vers des résines thermoplastiques. Donc elles ont été créées, en tout cas elles ont commencé à arriver donc en 2014. Donc il se trouve qu'il y a différentes résines thermoplastiques. Donc nous, celles qu'on utilise, donc c'est celles donc de chez Arkema, et avec des matériaux donc compatibles dans la chaîne donc de fabrication des bateaux. Donc à la fois en constructif au niveau donc des coques, mais aussi donc derrière donc sur tout ce qui est adhésif, donc fabrication du bateau pour tout ce qui est cloison et autres. Donc on travaille, je le répète, donc depuis 2014 avec cette résine. Aujourd'hui, on a donc par rapport à l'expérimentation, chaque fois qu'on fait un bateau, donc un bateau de course, je précise sur ce qu'on fait, on va pas plus loin que de faire des bateaux de course, ce qui est déjà pas mal, mais voilà. Donc ça reste des pièces à l'unité, donc sur lesquelles on passe beaucoup de temps. Donc sur un bateau comme celui qui est derrière, donc celui-là là, donc Yemanja qui s'appelle Captain Alternance, ce bateau donc c'est environ 4 à 5 mois qui est juste à côté, voilà. Donc c'est 4 à 5 mois de R&D, donc de recherche et développement, donc lié à la caractérisation des matériaux bien sûr, mais aussi lié donc à des caractéristiques mécaniques, et donc ça on a travaillé notamment donc avec le cabinet Lombard qui est l'architecte donc de ce bateau. Donc il a fallu effectivement peut-être donc imposer donc des matériaux au cabinet, donc de façon à ce qu'il réinvente quelque part donc la structure, en tous les cas rééchantillonne donc la structure en fonction des matériaux qu'on leur a imposés. Et donc on a cherché à faire un bateau avec le moins d'impact possible donc à la construction et derrière à la déconstruction. C'est-à-dire qu'on a fabriqué donc le premier bateau au monde de course donc en thermoplastique. Alors on est sur la fibre de verre, on n'est pas sur la fibre de lin. Donc mais ça c'est aussi les normes que nous impose la classe 40. Donc on est sur la fibre de verre. Par contre sur un sandwich PET, donc PET dont 30% est issu des matériaux recyclables. Donc le sandwich c'est l'âme qu'il y a entre les fibres, donc en tous les cas voilà de chaque côté. Et donc ce bateau aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que c'est 60% de moins d'impact carbone par rapport donc à un bateau donc de construction classique identique époxy par exemple. Donc ça on est en train de le réaliser en ce moment puisqu'on en fait un donc en époxy, full époxy. Donc ça c'est quand même important. Et ensuite derrière donc c'est la possibilité
possibilité donc de recycler donc le bateau par différents procédés. Le procédé qu'on a expérimenté, là aussi on est dans l'expérimentation, hein, mais donc qui a été expérimenté et validé donc avec notre partenaire donc Arkema, c'est une déconstruction par pyrolyse, par four à pyrolyse, où on peut séparer derrière donc les matériaux, et donc on récupère entre 95 et 98% de la résine, ce qui est quand même super important. Donc de la résine, donc du monomère, donc du thermoplastique, la fibre d'un côté et le PET donc pour reproduire des bouteilles plastiques ou ce genre de matériaux. Avant d'aller vers l'industrie avec le chantier Montel, on va passer par Antoine Maffray. Juste une question quand même si dans R&D, qu'on a bien compris du prototype, est-ce qu'on peut déjà parler de surcoût à la production pour un bateau de course par rapport au choix de matériaux antérieurs? Non, aujourd'hui, ce qu'on voulait prouver, c'était justement donc d'avoir déjà un bateau, parce qu'on a déjà fait un premier prototype qui est le 900, qui est un mini, qui navigue aujourd'hui. Il en est à sa base. Aujourd'hui, c'est la seule pièce qui existe avec un peu de recul, donc en matériaux donc thermoplastique, donc en résine hélium. Là, on voulait un bateau, donc on sait que le mini, donc le 900, il est un peu plus lourd pour différentes raisons, et notamment pour des raisons de tissu où on n'avait pas des fibres donc correspondant à ce qu'on voulait donc pour le mini. Là, on est à poids égal, et ça c'est super important. Alors Eric me rappelait qu'on est aussi dans une norme ISO, donc là je le laisserai parler parce que c'est plus son domaine que le mien, mais moi, enfin au-delà d'une norme ISO, je sais pas trop ce que ça veut dire. Globalement, donc on est surtout à un poids équivalent à un bateau de course donc époxy classique, et c'était ça qu'on voulait prouver, et donc derrière donc à performance équivalente sur l'eau. Donc hier on a pu naviguer, donc c'est la première fois qu'on a navigué finalement contre nos camarades, et finalement on s'aperçoit qu'en termes de performance on est à égalité avec les meilleurs bateaux donc de la série. Donc ça c'est plutôt important donc dans la construction. Donc c'est-à-dire que déjà on est à équivalence de poids pour équivalence de matériaux, en tous les cas verre, on est toujours sur des verres, hein, donc sur la fibre de verre, donc par rapport à un bateau classique. C'est vraiment un compétiteur parce que je te parle de prix, tu me réponds performance. donc sur le surcoût, en même temps, je verrai avec Mathieu, ton voisin, c'est ça? Ouais, peut-être avec Fabien, mais pareil. Ouais, non, mais il y a un surcoût. Il y a fatalement un surcoût parce qui est lié au R&D. Donc de base, donc le R&D donc qu'on a mis en œuvre pour pouvoir donc produire ce bateau, c'est évidemment un surcoût par rapport à la construction d'un bateau classique. Mais si on parle de matériaux purs, on est même plutôt quelque part un peu en dessous d'un bateau époxy, pour la simple et bonne raison qu'on est à 5 € du kilo, donc la tonne pour une résine hélium, et on est aux alentours, alors il y a peut-être des spécialistes de l'époxy, de 8 € le kilo pour l'époxy. Donc il y a un différentiel par rapport à la résine. Ensuite, les autres matériaux mis en œuvre, c'est les mêmes, c'est-à-dire que c'est la fibre de verre. Alors la mousse PET, c'est à peu près équivalent donc par rapport à de la mousse PVC. Voilà, donc on est à peu près sur des matériaux équivalents en termes de coût pour les autres matériaux. Il y a un petit différentiel donc par rapport à la résine. Mais là, je parle pas donc de la mise en œuvre donc du bateau. Je parle juste du coût matériaux, quoi. Merci, vous êtes toujours aussi passionné. J'en fais un petit mot, c'était notre premier président de plusieurs partenaires ici des Trophées du Nautis, c'est lui qui les a inaugurés, on en reparlera tout à l'heure. On fera peut-être même 2 minutes avec les partenaires que sont EDF et la région. Je crois que le micro il sert que pour l'image. Je continue. Antoine Maffray, Atelier Interface. Est-ce que je peux dire que vous êtes le premier à avoir utilisé du bambou dans la construction nautique? Est-ce que vous ne revendiquez pas le premier? Je revendique pas spécialement d'être le premier. Après, en tout cas, vous allez nous expliquer comment on peut faire l'usage du bambou. C'est ça. En soi, on s'en fiche de savoir qui est le premier ou le deuxième, ou voilà, mais des produits qui sont pas totalement exploités. voilà, ouais. Bah pour résumer rapidement, donc je suis Antoine Maffray, architecte naval. J'ai créé mon entreprise en 2012, ça va faire 10 ans dans 2 semaines. Et en 2016, j'ai créé également une activité de construction navale pour produire les bateaux que je dessinais. Donc dès les premiers bateaux que j'ai faits, j'ai intégré dans la construction de ces bateaux des pièces en biocomposite avec des fibres naturelles et toutes les résines un petit peu différentes que j'ai pu tester, donc des époxys biosourcés, de la résine hélium que m'avait fourni Lalou, etc. De manière à pouvoir réduire au maximum l'impact environnemental de la construction des bateaux. Et cette réflexion, en fait, elle se fait pas uniquement au niveau des matériaux qu'on va utiliser, que ce soit des fibres naturelles ou pas naturelles, des résines recyclables, pas recyclables, biosourcées ou pas, ou des matériaux d'âme, pareil, qu'on puisse recycler ou qui sont issus de la biomasse. Mais c'est sur la conception générale du bateau en lui-même et sur la manière de le produire, étant donné que
La question du matériau, elle est importante, mais elle ne représente pas l'intégralité du poids environnemental d'une construction. Il y a également toute la génération de déchets directs quand on construit une pièce qui va naviguer. La génération de déchets quand on produit l'outillage pour produire ces pièces. Et après également forcément la déconstruction de tout ça. Donc c'est tous ces sujets-là qu'on a essayé de prendre en compte, et également aussi avant toute chose de concevoir des bateaux qui répondent le mieux au cahier des charges de leurs propriétaires, parce qu'un bateau 100% biosourcé et recyclable, s'il correspond pas à l'utilisation réelle de son propriétaire et qui sort que 3 jours tous les 2 ans, en fait il a un impact environnemental désastreux. Alors qu'en soi, un catamaran de charter complètement fait en polyester, s'il navigue 300 jours par an, il est beaucoup plus rentable écologiquement. Ça, on va y revenir, puis on va parler avec un spécialiste des cata. Antoine, vous êtes passé très vite sur le choix du bambou. Pourquoi ? C'est parti de quelle histoire, et pourquoi avez-vous fait le test de ce matériau ? Alors pourquoi le bambou ? En fait, c'est un matériau qui m'intéresse mécaniquement depuis très longtemps, parce que c'est utilisé dans l'architecture terrestre pour faire des échafaudages. Oui, continuez, parce que je crois que la salle vous entend, c'est pour les captations. Ouais, je vais parler plus fort. Ouais. C'est un matériau qui a des propriétés mécaniques à l'état brut qui sont extrêmement intéressantes et qui est utilisé depuis des millénaires. En Asie, il y a des petits bateaux qui sont faits avec du bambou tressé depuis très longtemps, et donc ça faisait très longtemps que je me disais que si un jour on arrivait à faire du tissu utilisable pour du matériau composite en bambou, ce serait génial. Un jour, j'ai trouvé une entreprise qui fabriquait ça, qui commençait à développer ça. C'était à l'époque en 2015. Et donc j'ai expérimenté ça, j'ai comparé avec d'autres matériaux, j'ai vu quels étaient les avantages et les inconvénients du matériau aussi. Et c'est pour ça que j'ai choisi de l'intégrer sur certaines pièces des bateaux de plaisance qu'on produit, en l'occurrence les safrans et les roufs, sachant que tout le reste du bateau est construit en contreplaqué avec de l'époxy biosourcé. Et on construit également en ce moment un mini qui est complètement fait en bambou et mousse PET et résine époxy biosourcée. Il va être mis à l'eau dans 2 semaines. Ça aurait dû être il y a 1 an, mais le client avait arrêté de payer ses factures. Alors, juste une parenthèse pour ceux qui s'intéressent à ça, juste savoir qu'il y a une structure en bambou, puisque vous parlez d'architecture terrestre, en Nouvelle-Aquitaine, dans le département voisin de la Charente. Il y a une salle qui est ouverte au public, qui est totalement faite en bambou. Je crois que c'est la seule en France. C'est une technique effectivement qui vient beaucoup d'Asie et de Colombie. Je vous dis ça parce que c'est vraiment intéressant. On est toujours surpris par la force et la résistance du bambou. Donc, faut pas imaginer le bambou au bout du jardin. C'est vraiment extraordinaire. Ça s'appelle le domaine de Bois-Bûcher, pour ceux qui ne connaissent pas encore. C'est un endroit, un haut lieu du design et de la recherche. Et il y a beaucoup de R&D qui est fait aussi. Et ils ont pu créer ça. Juste, ma parenthèse est finie. Mathieu Fontaine, je vous passe le micro. C'est un petit peu comme se passer le relais en courant, parce qu'on ne sait pas si ça sert, mais bon, on sait que c'est vous qui parlez au moins. On parle beaucoup ici de recherche-développement, de bateaux de course. On a l'impression aussi de démonstrateur, de bateau laboratoire. Le mot démonstrateur, je le rendrai à l'architecte qui est à ma droite, c'est lui qui me l'a dit en préparant cette rencontre. Est-ce que chez vous, sur la série, c'est quelque chose qu'on intègre? Je parle là des matériaux. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se font. On en parlera, que ça soit sur la propulsion, l'équipement, etc. Sur les matériaux aujourd'hui, avec tout ce qu'on vient d'entendre, qu'est-ce qui rentre ou pas dans votre recherche aujourd'hui et dans votre production? Alors, une remarque, je rebondis sur la remarque de la partie utilisation du bateau. Aujourd'hui, on a une difficulté sur la partie matériaux. Nos clients sont demandeurs de plus en plus de bateaux confortables, de taille, donc de déplacement et de mise en œuvre de matériaux de manière plus importante que ce qu'était à l'époque. J'ai pas fait l'exercice, mais si on traçait sur 40 ans de plaisance le déplacement d'un catamaran, on n'est pas forcément sur le bon sujet et dans le bon sens. Néanmoins, on adresse nos produits à des clients, on adresse produits à des clients qui sont demandeurs de confort. Difficulté, comment à l'avenir on arrive à légèrement tordre le bras de nos clients et les ramener à la raison, je sais pas, mais en tout cas une maîtrise du déplacement et de la consommation indue directement dans le bateau. Ça, c'est un premier point qui nous importe, revenir à des bateaux dont la conception et dont la fabrication met en œuvre moins de matériaux, en tout cas maîtrise le déplacement. Deuxième chose qui est un peu la particularité de l'industriel, on met en œuvre beaucoup de matériaux dans des échelles de valeur qui sont importantes. L'aspect économie dans le cycle de production. Alors on va parler d'imbrication informatique, on va parler de sensibilisation des opérateurs au quotidien. Avant d'évoluer sur le matériau, déjà soyons précautionneux sur l'aspect, que ce soit sur la fibre de verre, que ce soit sur la résine. Faisons attention à nos chutes, faisons attention à ce qu'on dépense
dans le cycle. L'industriel va vite et dit c'est pas grave, je jette. Si c'est grave et si je suis capable de le réutiliser, voire même refournir mes chutes de verre à mon fabricant de verre et qu'il soit capable de le refondre, c'est déjà une bonne chose. Concrètement, c'est quelque chose qui est fait aujourd'hui chez vous dans le chantier ou est-ce que c'est en développement? Sur toute la partie économie de matériaux et en tout cas sensibilité à la consommation, oui, c'est quelque chose sur lequel on s'active. Sur la partie maîtrise du déplacement du bateau, c'est la génération, à mon sens, des bateaux qu'on a devant nous. Il n'y a pas de débat là-dessus. Les catamarans qui sortent aujourd'hui sont plus gros que ceux qui sortaient avant. Alors justement, cette course à la taille qu'on voit sur certains bateaux de course, on va dire sur les multis, encore plus que peut-être sur le classe 40 qui lui est limité, c'est le cas sur la plaisance. On voit des catas de plus en plus gros et vous venez de le dire, le client il veut de plus en plus de confort. Si on réfléchit avec du lin ou du bambou, est-ce qu'on n'est pas en train de faire une hérésie écologique, c'est-à-dire de cultiver pour produire? Juste un exemple, si on voulait faire un bateau de chez vous avec du lin incorporé, il faudrait, j'imagine, en équivalence hectare, j'avais lu à un moment, pour un pont c'est 1 hectare par exemple. Donc, ouais, c'est un chiffre qui est partagé, alors qui est issu d'expérience du groupe Grand Large, en tout cas avec qui on a partagé certains chiffres. J'ai peur qu'il y ait un problème d'échelle à mettre en œuvre le lin aujourd'hui dans nos bateaux. Alors, une question importante, la durabilité. Aujourd'hui, on fait face au premier bateau de plaisance, on a 40 ans de recul et des bateaux qui ont 35 ans naviguent toujours. À mon sens, il faut surtout pas perdre ça. L'aspect recyclage a un défaut, à notre sens, c'est de dire on ne doit pas retoucher à la durée de vie du bateau. C'est l'automobile. L'automobile, on s'est dit, tiens, en 10 ans, on faisait qu'une voiture, maintenant, en 5, on va en faire 2. C'est un biais qui, nous convient pas du tout. Donc, sur cette partie durabilité de la vigilance, et l'autre truc, c'est sur l'échelle de grandeur, 1 hectare pour un pont. J'ai une inquiétude sur le fait que les champs soient dédiés à l'industrie demain sur cette partie-là. Un sujet qui moi m'intéresse beaucoup et qui à mon avis a beaucoup de pertinence, c'est la notion de séparation du matériau. Nous sommes producteurs aujourd'hui de déchets quasiment ultimes. Les matrices thermodures ne sont pas séparables de la fibre de verre et de la fibre de lin quand on en met en œuvre. La partie capacité de séparation de la matrice et du renfort qu'est la fibre de verre aujourd'hui est un sujet qui a une pertinence particulière. Ouais. Alors justement, si on va revenir sur les expériences en cours, si on est vraiment très concret en PET ou dans d'autres matériaux, qu'est-ce qu'il y a concrètement aujourd'hui dans les catas chez Fountaine Pajot? On est sur des résines polyester, on est sur des âmes de sandwich qui sont en PET également, PET recyclé, issus de... Dans les mêmes pourcentages qu'on entendait avec les lois Carole? On est aujourd'hui sur 100% de nos ponts et 100% de la partie supérieure du bateau sur du PET. Donc ça, c'est fait et depuis longtemps. Par contre, les pièces de structure très sollicitées sont encore en PVC et le matériau d'âme de coque est aujourd'hui en balsa. Mais la notion de PET est une bonne chose. Mais néanmoins, on n'est pas capable aujourd'hui de le séparer et de le récupérer après. Sébastien, si on peut avoir un regard, on est vers la moitié de cette première table ronde. On a entendu 3 expériences, on va venir écouter l'architecte. Vous pensez qu'il y a des réticences, il y a une méconnaissance encore des produits, ou est-ce qu'on est vraiment en train d'étudier, qu'on a encore des leçons à tirer avant d'appuyer sur un bouton pour remettre en plus grande production? Première question. Et la deuxième, c'est comment on fait face demain si l'explosion de la demande est là pour des fibres naturelles pour les produire? On parle fibre naturelle, mais je vois mon collègue qui fait du bambou. Oui. La Charente-Maritime posait beaucoup de chambres avant. Ouais. C'était vraiment une région. Qui est une autre piste, on n'en a pas parlé, on peut le dire. Enfin, il y a plein de fibres naturelles. On parle des bambous qui est hyper résistant. Le roseau, c'est fléchi mais ne rompt pas. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a grillé là-dessus d'ailleurs. L'ortie, je pense que des fibres naturelles, il y en a un paquet. Certes, il faut les qualifier, il faut faire la durabilité, c'est important. Mais comme vous le dites, dans l'économie, enfin l'éco-conception, c'est comment on sépare les fibres de verre, de carbone, tout ce que vous voulez, n'importe quelle fibre. Comment on fait pour séparer tout ça? Et c'est vraiment là qu'on peut recycler. Tout à l'heure, je rebondis sur ce que vous avez dit, c'est que on parle matériaux, mais dans l'éco-conception, il y a aussi l'énergie. Quand on fait un bateau, on met en route les extracteurs d'air, on met en route tout un pataquès d'énergie où ça consomme. Les machines, le compresseur. On a fait une étude chez nous, on fait des petites pièces en polyester, on l'a fait polyester lin et polyester verre. On a fait la CEVEX Imapro, qui est un logiciel spécifique. Qu'on soit en verre ou en lin, il n'y a aucune différence. C'est le compresseur qui plombe tout. Donc, comme vous dites, effectivement, il y a un problème. Enfin, c'est pas que le matériau, c'est vraiment tout prendre en compte. Lalou, il acquiesçait ou il disait le contraire? J'avais bien compris le signe de tête. Non.
Non, alors là, je vais tout à fait dans le sens de ce que vous dites. Non, je pensais juste, en fait, on en revient au problème donc de ce que soulignait Mathieu, donc de pouvoir séparer la matrice de la fibre. Et voilà. Alors, je dis pas que qu'Hélium est la magie absolue que tout le monde attendait, hein, parce qu'il y a quand même encore du travail dessus, c'est clair. Mais par contre, c'est une solution. Ça fait partie des solutions possibles, donc de pouvoir séparer, donc à un moment donné, les matrices, quelles qu'elles soient, que ce soit des fibres naturelles ou que ce soit des fibres produites donc à la base de pétrole. Et de toute façon, Hélium est une base pétrole pour le moment parce que le biosourcé ou une partie biosourcée donc de cette résine ne fonctionne pas encore à 100%. C'est des pistes qui sont évoluées, qui sont envisagées comme l'époxy. Mais voilà, donc au moins c'est le thermoplastique. On va généraliser. Je ramène pas ça à Hélium en particulier, mais le thermoplastique est une des voies pour le composite, donc pour le composite fibré, donc de permettre de séparer les matériaux et de pouvoir donc les récupérer à un moment donné. Éric Levet, qui attend son tour. Non, je voulais qu'on ait les témoignages avant de vous donner la parole. J'ai entendu tout à l'heure Lalou qui parlait du bateau sur lequel vous êtes largement intervenu, pour pas dire que vous en êtes à l'origine. Il a dit qu'il faut réinventer les structures en tenant compte des nouveaux matériaux. Est-ce que vous validez cette expression? On est vraiment en train de réinventer pour accompagner ces nouveaux matériaux? C'est notre running gag, hein, allez-y. Ça marche là, ouais. Ça marche. Non, on ne réinvente pas complètement, par contre on adapte. C'est-à-dire que, en fait, la particularité du bateau dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'il est donc entièrement en âme PET, qui est une âme à 30% en gros, moins performante par rapport à ce qu'on a l'habitude d'utiliser, c'est-à-dire les mousses PVC. Et l'intérêt de cette âme PET, c'est qu'elle génère moins de déchets à sa construction et que si elle en génère un tout petit peu, elle peut être réintégrée dans la fabrication des plaques suivantes. Donc en fait, comme elle est 30% plus faible en résistance, il a fallu qu'on compense cette perte par un radissage de structure un peu différent, une façon de construire le bateau un petit peu différente. Mais voilà, on y est arrivé. Il se trouve que un classe 40, c'est un bateau de course. Ils sont à peu près uniques comme ça dans la flotte des bateaux de course. Un classe 40 est assez similaire en conception à un bateau de plaisance, que ce soit un Fountaine Pajot ou un Beneteau. Et en fait, il répond à des normes de structure, les critères qui doivent être satisfaits. Et donc, ce bateau, en l'occurrence, passe. C'est un peu une première parce qu'on n'a jamais, je pense pas qu'il y ait eu beaucoup d'expériences faites en coque sandwich à base de dames PET. Et tout l'intérêt de ce projet-là, qui est un espèce de projet pilote, un démonstrateur, c'était que de montrer à l'industrie qu'on pouvait y arriver, en fait. Aujourd'hui, comme l'expliquait Mathieu, les âmes PET sont plutôt destinées dans les ponts, parce qu'il y a peu de risques et que ils passent parfaitement les critères de résistance, en adaptant avec quelques particularités qu'on a mises en œuvre avec l'équipe de Lalou, la fabrication de cette coque sandwich, on a réussi à la faire passer la norme ISO. Voilà. Eric, qu'est-ce qui va faire qu'il y aura un déclencheur, parce que là vous appelez encore démonstrateur, hein, je vous avais attribué le mot tout à l'heure, merci de le réutiliser. Qu'est-ce qui va faire qu'on va passer à l'étape suivante? Il va falloir qu'on gagne en confiance, qu'on gagne en qualité. Qu'est-ce qui va faire pour que demain un Mathieu Fountaine nous dise ça y est, moi je peux valider ça et je vais pas le mettre que sur mes ponts supérieurs et ponts principaux? Il va falloir. Ouais. Je sais pas. Ouais. Ça marche pas, si ça marche. Non, c'est bon. Non, il va falloir qu'on le valide ce bateau surtout, parce que tout l'intérêt d'un classe 40, c'est que c'est un bateau assez extrême, comme vous le savez. C'est plutôt léger, c'est plutôt plat et ça va plutôt très vite, même dans le mauvais temps. Et donc c'est des structures qui sont soumises à des gros efforts. Et donc si on arrive à montrer que ça passe bien sur un bateau type course, ça passera d'autant plus facilement sur un bateau de croisière qui lui a un déplacement plus lourd, qui a des pressions de slamming beaucoup plus faibles. Et voilà. Donc en fait c'est tout l'intérêt de ce projet-là. Mais je pense que d'ici quelques années, il est probable que la qualité des mousses PET s'améliore. Il est probable que les normes changent aussi un petit peu. Et donc voilà. Donc, Eric, là on est dans le cas très spécifique d'un bateau de course. Si on se met, on va revenir aussi à vous tout à l'heure parce que vous avez parlé de, personne n'a encore répondu sur le coup vraiment, mais vous avez parlé aussi de clients qui payaient pas pour l'instant pour le bateau en bambou. Est-ce qu'aujourd'hui le client il est demandeur de ça, tout bêtement? C'est-à-dire que le client lambda, est-ce qu'il vous dit bah oui je veux un bateau qui est moins d'impact éco, ou est-ce qu'il dit non je veux un bateau qui coûte pas cher? Qu'est-ce que c'est son moteur au client aujourd'hui? Alors nous nos clients quand on est architecte c'est les chantiers, mais le client des chantiers ce sont ceux qui naviguent et c'est eux qui poussent un peu les chantiers à avoir quelque chose d'un peu plus moins impactant écologiquement. Donc en fait je pense qu'on est tout simplement tous un peu sensibilisés à ce sujet-là depuis quelques années et donc on a tous envie de faire moins de déchets, moins d'impact. Voilà. Donc
pour l'instant, on est sur voilà, on expérimente plus qu'autre chose. Ça n'a pas de, enfin le bateau fabriqué chez Lalo Multi, il a moins d'impact qu'un bateau en époxy, mais enfin, en gros, ça se ressemble quand même beaucoup. C'est un bateau en infusion, on utilise beaucoup de bâches, il y a quand même beaucoup de déchets. Mais si à terme on arrive à faire des bateaux, voilà, avec des matériaux qui ont des impacts écologiques plus faibles, ça sera évidemment très intéressant. Eric, on est entre nous, personne ne le répétera. Est-ce qu'on est dans une opération un peu de greenwashing et qu'on a une mode, une tendance qui fait qu'on est obligé d'en faire, ou est-ce qu'on est vraiment en train de le faire et que ça va se développer ? Non, je pense pas. C'est-à-dire que on cherche des solutions moins impactantes. Enfin, nous, on s'inscrit pas du tout dans cette démarche-là. On a envie de, voilà, ne serait-ce que d'utiliser une âme PET qui génère moins de déchets, qui en plus peut être réalisée avec du matériau recyclable, des bouteilles en plastique. C'est très intéressant. Ça, c'est déjà un énorme gain par rapport à du PVC. Antoine, le client qui est client du bateau futur qui va être un mini, hein, j'ai entendu ? Oui, c'est mini ça, en bambou. Un proto. Il a fait une démarche lui-même de venir vers vous en disant je veux un bateau dans ces matériaux. C'était sa démarche ? Tout à fait. Initialement, en fait, ce bateau, je l'avais dessiné pour moi, puis j'avais présenté un peu le projet pour essayer de trouver des financements pour le faire. Et au final, cette personne m'avait contacté pour que je lui en construise un aussi. Initialement, en fait, le bateau, je le proposais avec plusieurs matériaux possibles pour s'adapter aux besoins du client et à son budget. Donc, soit en contreplaqué époxy avec de la fibre de verre pour une version très économique, ou plus classiquement en sandwich mousse carbone ou en sandwich bambou. Le client de ce bateau, lui, il a fait le choix du sandwich bambou par conviction. Et c'est également cette conviction qui anime les clients des bateaux de plaisance qui me commandent des bateaux. La quasi-totalité, s'ils viennent me commander des bateaux, c'est justement parce qu'ils sont sensibles à ça. Il y en a certains même qui d'ailleurs me poussent à pousser un petit peu plus loin la réflexion encore sur certains points, sur toujours le sujet de l'impact écologique. Quitte à ce qu'il y ait un surcoût, excusez-moi de notre session sur le tarif. Quitte à ce qu'il y ait un surcoût, d'accord. Tout à fait, voilà. C'est étant donné qu'on est soit sur de la construction à l'unité d'un prototype pour le mini ou de la construction en petite série, en fait, on est sur une clientèle de personnes qui vont se faire dessiner et construire un bateau par notre entreprise, vraiment sur mesure par rapport à leurs besoins, parce qu'ils ne trouvent pas quelque chose qui leur corresponde dans les bateaux de grande série. Donc ils savent très bien que ça va leur coûter peut-être un petit peu plus cher, mais qu'ils auront quelque chose qui correspondra totalement à leur usage et à leur conviction aussi. Mathieu, sur cette même question du rapport client, est-ce qu'il est aussi attentif à ça qu'à la surface du réceptif ou de la chambre du capitaine? Alors, la difficulté... Je suis caricatural volontairement. Non, mais la difficulté, elle est mondiale. Nos produits adressent la planète. Le marché américain, aujourd'hui, a clairement pas fait la bascule et l'américain n'est pas encore dans une problématique climatique ou d'impact de son bateau. Il est plutôt dans un schéma, en tout cas depuis un an, de reprise de consommation. Donc, ces marchés-là n'ont peu d'importance pour le sujet. C'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure le sujet de tordre un petit peu le bras des clients, qui nous paraît être pertinent. Néanmoins, on voit bien en France, en Europe du Nord, en Australie, sur ces marchés-là où on sent que cette demande vient. Pas toujours pour les bonnes raisons. On y viendra, je pense après. L'électrique a pas forcément toujours des vertus intéressantes, mais non, c'est encore faible. Pour répondre clairement à la question, c'est encore faible. Est-ce que façon de tordre le bras, pour reprendre l'expression de Mathieu qui va répondre et après je viendrai vers vous, est-ce que la façon de tordre le bras sera comme pour et on va faire liaison avec l'électrique après, comme pour la voiture, c'est-à-dire qu'il faut donner une date, 2035, on ne voit plus de voitures thermiques, est-ce qu'il faudra la même chose pour les structures des bateaux pour qu'on ait la bascule? Est-ce que c'est ça votre regard aujourd'hui? Sur l'aspect matériaux, non, il faut pas s'avancer là-dessus. Alors, le thème est l'impact carbone. Le matériau dans l'ensemble de cycle des 30 ans ou 25 ans de vie d'un bateau, le coût carbone de ça reste relativement très très faible. Sur l'aspect matériau, en tout cas du travail qu'on a fait autour de l'empreinte carbone, on est entre 0 et 5% de l'impact CO2
dans l'ensemble du cycle de production. Ça veut pas dire qu'il faut pas le faire, mais on a tout un tas de sujets derrière qui sont beaucoup plus générateurs et beaucoup plus émissifs. Donc vous sous-entendez, est-ce qu'on peut le formuler, que vous pensez que ce sera plutôt à légiférer sur la propulsion des bateaux, comme on vient de le faire sur la propulsion des automobiles? C'est ça qu'il faudra faire pour qu'on torde le bras au client et qu'on ait une vraie évolution? Sur la partie, si on veut aujourd'hui avoir de l'impact efficace et alors, radical, attention à ce que je vais dire, la propulsion fait partie, le déplacement du bateau, mais au même titre que le poids d'une automobile, pour moi, a une pertinence qui est bien plus forte parce qu'elle mettra en œuvre moins de matériaux de facto. Sébastien, il faut légiférer sur quoi et ça va être quoi la priorité si on veut accélérer le mouvement? Oh là, moi je sais pas, je me pense pas là-dessus. Non, mais par rapport à ce que vous étudiez, qu'est-ce qui fait que ça pourrait accélérer par rapport à ce que vous voyez comme pistes et qui sont pas forcément celles qui sont les plus utilisées aujourd'hui? Est-ce qu'il faudra une loi ou est-ce que c'est l'industrie qui va subir la demande de son client ou qui va l'imposer au client? Aujourd'hui, on a plein d'habitudes. On fait de la fibre de verre polyester depuis des années, des centaines d'années même, enfin peut-être 100 ans peut-être. Ça marche, ça fonctionne, c'est robuste, c'est fiable, tout le monde est content. Pourquoi changer? Demain, effectivement, si on n'est pas forcé de changer, on va continuer à avancer de ce sens-là. Effectivement, il y aura des résines qui seront moins nocives, des CPD, on peut en citer des paquets de résines qui seront moins impactantes, mais ça sera toujours effectivement des résines qui auront un impact sur l'environnement. Et que ce soit l'hélium ou l'époxy ou la polyester, on peut en citer même les thermoplastiques, il y aura un impact. Si je prends un cas dans les ateliers au début, enfin quand j'ai commencé, on travaillait sans masque. On faisait de la résine polyester comme ça, on arrive dans l'atelier sans masque. Puis après, le masque est devenu obligatoire. Après, il fallait mettre une aspiration. Et puis, on nous a obligés à mettre des ateliers conformes à des aspirations pour qu'effectivement, il y ait un confort de travail. Il n'y aurait pas eu cette obligation. Est-ce qu'on l'aurait fait? C'est pour ça que je vous pose la question. Là, on est en train de parler d'information, d'obligation. Sur l'information, aujourd'hui, au-delà de ce que le cluster met en route, et on les remercie encore de faire cette réunion avec EDF, mais est-ce qu'aujourd'hui, les gens sont assez informés ou est-ce que vous êtes, entre guillemets, c'est peut-être pas à vous de le dire, des pionniers, et est-ce que vous avez l'impression, justement, qu'il y a de la pédagogie à faire? À s'informer, je pense que maintenant, avec les réseaux, tout ce qu'on a, on a beaucoup d'informations, peut-être même beaucoup trop d'ailleurs. On est un peu noyé, mais aujourd'hui, effectivement, si on veut travailler ensemble, on peut. Il y a beaucoup de solutions, on peut aller chercher où est-ce qu'on veut. On n'est pas trop stupide, on peut s'appeler. Voilà. Moi, le bambou, pourquoi pas? J'ai jamais travaillé dessus, mais pourquoi pas? Le chanvre, pourquoi pas faire un mix chanvre-bambou? Chaque fibre a ses performances. On peut pas comparer la fibre de lin avec la fibre de carbone, c'est impossible. Clairement, c'est utopique, quoi. On compare tout souvent à tort la fibre de verre à la fibre naturelle, mais c'est pas pareil. C'est pas même usage. Il y a des propriétés spécifiques. La fibre de lin, elle, va être plus performante dans un aspect, la fibre de verre dans l'autre. Peut-être qu'il y a un mixte, mais si on tombe sur les mixtes, comment on recycle? Parce que du coup, on mélange. Mais effectivement, si on veut aller plus vite, je pense qu'il faut avoir une obligation pour sortir de la zone de confort et d'avancer. Éric Levé, cette information, elle circule. Il y a une vraie veille ou est-ce que chacun garde un peu avec précaution ses avancées, ses brevets qui sont pas encore des fois brevetés mais qui sont moins des inventions? Est-ce qu'il y a un partage d'informations ou est-ce que c'est plutôt chacun essaye d'avancer? Non, je pense que tout le monde partage. Enfin, en tout cas, l'industrie nautique se penche sur ces sujets-là depuis un bout de temps. C'est juste que c'est vrai que ça fait 50 ans au moins qu'on fabrique des bateaux de plaisance en verre polyester et que ça fonctionne bien, que les process sont connus et qu'il n'y a pas trop de ratés. Là, on est plus dans le mode découverte avec les histoires de fibres naturelles et c'est pas simple du tout parce que c'est pas forcément des fibres qui s'imprègnent très très bien, elles sont pas forcément hyper adaptées à faire de l'infusion, en tout cas sur les bateaux de course ça a été très compliqué sur certains projets qu'on connaît. Donc par contre ça partage parce que oui bien sûr tout le monde s'intéresse à ça mais bon c'est un peu le début quand même des choses, même si ça fait 20 ans que vous bossez dessus, c'est l'industrie nautique s'y penche depuis pas très très longtemps en fait. Et au-delà de l'information, c'est pas de la sémantique. Qu'est-ce qu'on fait de la formation? C'est-à-dire chez vous, ou dans des chantiers de moindre importance sur du R&D, qu'est-ce qu'on fait des gens qui travaillent justement sur de nouveaux matériaux? Est-ce que c'est une formation spécifique? Par exemple, chez toi, Lalou, est-ce qu'il a fallu apporter des formations complémentaires, nouvelles, pour aller travailler ces matériaux? Ouais, je vais revenir quand même sur un point parce qu'Éric, il a juste négligé un truc, c'est que par exemple on lui a imposé de faire des collages, donc des collages à la métacrylate. Alors la métacrylate ça pue, je suis d'accord, machin. Mais bon, globalement, une fois qu'elle a été appliquée derrière, donc on n'a pas, enfin en tous les cas, donc les odeurs sont diffuses et ne restent pas, contrairement au polyester. Et donc on lui a imposé donc des collages, donc de structures sans passer par des tissus. Donc là aussi, c'est un impact qui est moindre pour la simple raison qu'on utilise un peu moins de tissus, un peu moins donc d'heures aussi donc des utilisateurs. Par
Par contre, je reviens sur une chose, c'est que si effectivement la métacrylate elle est pas appliquée correctement par l'opérateur, globalement ça marche pas. C'est-à-dire en fait on va générer donc de l'air à l'intérieur et donc on va avoir des problèmes d'homogénéité donc du collage et donc souvent des collages qui fonctionnent pas. On l'a vu sur beaucoup de structures là par contre donc je pense que je sais pas si vous l'utilisez mais bon globalement voilà donc nous on a formé donc nos opérateurs à la fois donc d'abord donc au collage donc en tous les cas donc à tous les adhésifs qu'on a utilisés donc qui sont des bases donc métacrylate donc des métacrylates donc je précise à base donc de résine PMMA donc la même source que le PMMA donc utilisé en thermoplastique et ensuite donc pour hélium ça fait oui depuis 2014 qu'on apprend le fonctionnement de cette résine et on continue à l'apprendre à chaque production qu'on fait parce que globalement on découvre d'autres difficultés notamment par exemple sur le classe 40 on avait des gros problèmes donc d'exothermie parce que c'est une résine qui prend donc en chaleur et donc on a des grosses épaisseurs donc d'exothermie et là on est typique dans la problématique qu'on peut avoir sur un bateau de plaisance, hein, donc avec des grosses épaisseurs donc de tissu, qui soient en lin, en verre ou n'importe quoi. Et donc du coup, on continue d'apprendre et donc de former nos opérateurs à ce type de production. Donc on rédige une bible régulièrement et qu'on enrichit régulièrement jusqu'à ce qu'on arrive à un moment donné à maîtriser la totalité de la chaîne. Mathieu Fontaine, sur cette question, 2 mots. La veille. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ce que dit l'architecte qui a un discours plutôt positif, qui dit on partage? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que dans l'industrie on partage vraiment ou est-ce qu'on garde ses découvertes pour soi? Et la deuxième, c'est formation pour accompagner ces évolutions. Le sujet du partage, je pense qu'il y a pas, en tout cas il y a pas de débat là-dessus. En tout cas, moi tous les échanges que j'ai eu avec les différents chantiers, je trouve qu'il y a de l'ouverture dans la filière et je pense que c'est bénéfique. On va pas tous rester dans notre coin et donc là-dessus. Pas trop de sujets, je pense que ça partagera et on adresse tous des industriels qui sont assez similaires. On a parlé de Chomara, on a parlé le nautisme est quand même un microcosme franco français, en tout cas pour la plaisance, qui est une bonne chose, qui est bénéfique et donc il n'y a pas de secret ou en tout cas il reste pas longtemps secret. Voilà, sur les formations aujourd'hui, on a quand même sur la partie caractérisation de matériaux, capacité à mener des essais. Alors spécifiquement, que ce soit Nouvelle-Aquitaine et même si on retourne vers la Bretagne, il y a beaucoup de choses. On reste dans la caractérisation d'un matériau, donc c'est quand même un domaine qui est assez connu avec du recul. Les sujets de vieillissement, les sujets d'osmose, les sujets de comportement au soleil, à la température sont un peu plus délicats, mais non, caractérisation de matériaux, c'est quand même des choses qu'on maîtrise depuis longtemps. Merci. Allez, on va respecter et l'horaire et le planning. Il y a un moment de questions-réponses, c'est un échange avec la salle. On va faire circuler le micro, au moins pour repérer qui va parler. Il m'avait semblé qu'il y avait déjà un chantier qui s'appelle de mémoire IDB Marine en Bretagne, qui a lancé un voilier de série qui s'appelle le Virgin Morito, de mémoire aussi. Et est-ce que ça signifie que c'est juste de la communication, du greenwashing, ou est-ce que réellement aujourd'hui on commence à avoir des bateaux de série qui sortent pour le grand public? Il me semble même qu'il était au Grand Pavois l'année dernière. Merci de revenir avec cette petite notion de greenwashing. Qui veut répondre? J'ai vu que vous acquiesiez. Oui, en effet, il y a l'IDB Marine, le Virgin Morito. On a vu il y a pas longtemps le We Explorer avec Roland Jourdain, avec le pont totalement en lin. Voilà, je vais continuer. Après, ça peut faire mourir. Mais on va aller plus loin. C'est pas le premier bateau en film naturel. Le premier bateau, c'est la Gazelle des Sables, qui a été faite en 1900, je sais plus combien, d'accord. Ça, c'est comme la voiture. Voilà. Voilà. Et en fait, c'était fait en chambre. Et pour être plus taquin, on parle dans l'automobile de film naturel. Henry Ford, en 41, il a fait le Hemp Car. Donc oui, effectivement, ça vient, ça avance. C'est plus des spots, c'est plus des... Tout à l'heure, on parle de démonstrateurs. C'est vrai que c'est encore un état de démonstrateur. Mais l'IDB a fait un premier pas. Je connais pas la composition. Est-ce que c'est 100% lin? Est-ce qu'il y a du lin, du verre? Mais au moins, ça avance. Pareil, c'est pas fait en un jour. Ça avance. Juste le même micro, c'est possible à Loulou, parce que dès qu'on dit Roland Jourdain et qu'on parle de lin, ça fait parler de l'amour au cœur. Non, mais si on parle de greenwashing plutôt. Oups, pardon.
Non, mais faut pas se tromper. Il y a un gain qui est très clair, puisque le lin qu'il a utilisé donc a été produit donc en France, donc dans le Nord, peut-être en Normandie, et donc a été transformé en France, a été utilisé sur son bateau. Donc il y a un gain très clair. Mais de toute façon, donc le vrai gros problème donc de ce bateau comme des autres bateaux aujourd'hui produits, c'est la recyclabilité. C'est-à-dire qu'en fait, on est avec du lin, du verre et du polyester. Voilà, il a peut-être été fait en vinylester, mais globalement, donc c'est à peu près les matériaux qui sont utilisés la plupart du temps donc sur la construction des catamarans de plaisance, et c'est ça qui a été utilisé. Et donc on est sur un thermodur avec des fibres dont une partie effectivement donc a été biosourcée. Et donc du coup oui, c'est un effort, c'est très clair, c'est un effort, mais donc le bateau est largement pas donc en lin, donc full lin, sinon il aurait pesé beaucoup plus lourd que ce qui était prévu donc initialement donc par l'architecte, et je pense que l'architecte aurait eu les boules, parce que c'est comme ça, parce que c'est aujourd'hui le matériau qu'on utilise, enfin en tous les cas nous les essais qu'on a fait, donc après je me trompe peut-être, mais en tous les cas tout ce qu'on a fait donc sur le lin c'est ça. Donc qu'on utilise une partie du lin donc dessus sur ce type de matériau pour en faire donc en tous les cas pour en diminuer donc un impact carbone, ça c'est très clair, parce que globalement donc il y a une production locale et donc il y a une production donc qui vient pas de Chine ou d'Asie. Après voilà, ça s'arrête là quoi. Je suis un peu radical mais bon. Mais je suis d'accord, effectivement. Donc c'est très bien, ça avance, mais là, faut être prudent. Je sais qui va répondre. Éric Levet. Juste pour finir sur le sujet, parce que c'est très intéressant. En fait, le bateau, je l'ai vu récemment, le bateau de Roland Jourdain, et il faut juste savoir que, bon, encore une fois, c'est un peu un démonstrateur, ce bateau-là. Ils ont fait un premier pont, donc full fibre de lin. Il se trouve qu'il y en a en échantillonnage 2 fois plus que de la fibre de verre, et donc ça veut dire ça aussi 2 fois plus de résine, de matrice. Donc à la fin, c'est pour ça que Lalou dit que c'est un peu du greenwashing, parce que en fait, effectivement, on met de la fibre naturelle, mais en fait, on met 2 fois plus de produits pétroliers dedans. Donc voilà. Si je peux rebondir sur le sujet, c'est sur la question du coup du ratio entre l'utilisation de fibres naturelles ou pas. Nous, on a fait des tests depuis plusieurs années sur justement pour mettre le bon matériau au bon endroit et en fonction de l'impact que ça va avoir. Et par exemple sur un bateau de course ou de plaisance performante sur lequel on a le droit d'utiliser du carbone, donc en classe 40 c'est interdit, on s'est rendu compte qu'il valait mieux faire des renforts en carbone stratifiés par des opérateurs très qualifiés au contact, donc avec très peu de génération de déchets, avec peu de consommation de résine, que de les faire en fibre de lin qui imposait de les faire sous vide, avec une grosse consommation de résine, avec une énorme génération de déchets. Mais ça, c'est toujours à rapporter par rapport à l'utilisation du matériau, à quel endroit on va le mettre sur le bateau, et à quelle va être l'utilité globale de tout ça, en fait. Est-ce qu'on a une autre question? Oui, là, Fabienne. Ouais, on a parlé des résines donc pétro-sourcées, les thermoplastiques, etc. Vous n'avez pas trop creusé sur ce qui s'appelle les greenpoxy et autres résines non pétro-sourcées. Et voilà, je voulais savoir à quel point ça fait partie de la solution. Si oui, dans la plaisance, dans la course au large. Voilà, c'est des questions que je me pose. Sébastien, Maxime, qui veut répondre sur cette question des autres biosources? Allez. Les époxys, ça existe avec une part de biosourcés. Pour l'instant, il n'y a aucune résine réellement utilisable qui existe 100% issue de la biomasse et qu'on peut utiliser concrètement pour faire des pièces chargées structurellement et qui vont naviguer. Donc, c'est mieux qu'une résine qui est intégralement issue de la pétrochimie, enfin du pétrole brut. Mais c'est quand même... c'est celle que nous on utilise, on est sur 34% sur la résine finale, pareil que sur les résines d'infus ou de strat. Par contre, elles ont quand même un avantage conséquent, c'est que c'est des résines qui sont beaucoup moins toxiques pour les utilisateurs, qui sont pas du tout CMR. Et ça, en soi, le plaisancier qui utilise son bateau, il s'en rend pas compte, mais moi, quand je change les cartouches des masques de Mega, je m'en rends compte. Alors, on a parlé de la toxicité des époxys. Nous, on est aujourd'hui 100% polyester. Alors, c'est un métier, pour le coup, on parlait de compétences tout à l'heure. Le sujet, il est pleinement apporté chez les chimistes. On est dans des domaines qu'on ne maîtrise pas, ou en tout cas,
Et aujourd'hui, on voit peu de proactivité de la part des fournisseurs, ou en tout cas de la part du chimiste. Et une fois de plus, la plaisance version ces gens qui adressent l'éolien, qui adressent des très gros marchés. On reste une petite industrie à l'échelle de ces gens-là. Donc, en tout cas, à ma connaissance, sur la partie matrice, des sujets qui sont pertinents autres que la capacité à séparer les matériaux, on n'en connaît pas. Le taux de styrène, mais on reste dans des sujets de sécurité au travail et d'exposition. Donc oui, l'émission de styrène dans la résine est un sujet qu'on regarde et sur lequel on essaie de travailler. J'ai entendu parler de DCPD, tous ces produits-là, mais c'est compliqué aujourd'hui sur le sujet de la matrice. Est-ce qu'on a une troisième question? Oui, tu voulais ici. Oui. Oui, donc là on évoque essentiellement effectivement les résines, c'est le débat dans l'éco-conception, mais il y a aussi d'autres solutions comme le PEHD, des bateaux 100% recyclables. Il y a comme des choses qui existent, il y a des choses qui se font. Alors c'est pas forcément le volet plaisance parce que c'est des looks qui sont un peu différents, mais il y a l'aluminium qui existe aussi comme solution. Il y a quand même d'autres solutions qui existent. Alors on voit bien que la difficulté de la plaisance, c'est qu'il faut rester le plus léger possible pour consommer le moins possible. C'est un peu l'idée qu'on pourrait avoir. Donc on a besoin du composite, mais il y a d'autres solutions aujourd'hui qui seraient d'autres choix. Une réponse justement sur ces matériaux peut-être sous-utilisés, l'architecte? Il se trouve qu'on fait des bateaux de série, enfin en tout cas la plaisance, la grande plaisance fait des bateaux de série, et donc la notion de composite est évidemment la solution puisqu'on utilise des moules et que c'est la reproductibilité assez simplifiée. C'est moins le cas sur les bateaux en aluminium ou des bateaux en bois en contreplaqué par exemple. Donc qui dit simplification dit temps de fabrication au cycle plus court. Voilà, on est plus dans une phase industrielle et l'industrie nautique française est assez typée comme ça. Mais oui, effectivement, il y a d'autres matériaux. Alors, je suis d'accord pour le PEHD, effectivement, c'est un matériau recyclable. Sauf que pour le transformer avant, il faut le chauffer à 200 degrés pour faire des plaques. Alors que dans le polyester, on fait ça à température ambiante. Donc, effectivement, si on fait une déconception, il faut tout prendre en compte de la base, du berceau au berceau. Donc le PEHD, c'est bien, c'est recyclable. Les bateaux en PEHD, je suis pas sûr que ils puissent les faire pour faire la route du Rhum, parce qu'à mon avis, ils vont faire 200 mètres et ils vont faire les sous-marins. Voilà. Donc oui, c'est une autre solution. Mais voilà, il faut vraiment prendre tout en compte. Parce que ça, c'est réparable, le PH2 est réparable. Si on fait un trou, on peut en faire passer, c'est parti. Mais attention, c'est beaucoup plus lourd, faut chauffer avant pour mettre en œuvre. Il faut vraiment tout prendre en compte. Oui, je suis d'accord, mais je vais être taquin, un peu comme mes collègues. Au début, quand la Toyota Prius est sortie, tout début, c'était génial, ça consommait pas de carburant, c'était top, quoi. A pollué 20 fois plus qu'une Super 5 à la conception. Enfin, depuis le début, quoi. Valait mieux acheter 20 Super 5 qu'une Prius. Donc oui, c'est vrai, à l'usage, ça pollue moins. Mais bon, après, c'est un autre débat, ça, c'est pas le même. Mais voilà, oui, il faut vraiment prendre du bus jusqu'à la fin, quoi. Merci. Est-ce qu'on a une solution? Parce qu'on n'a pas forcément vu qu'il y avait là, mais est-ce qu'on a une solution pour entendre ou voir Arthur, ou est-ce qu'on passe à la table ronde suivante et on le prendra en début de la table ronde suivante pour pas se retarder? Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que Arthur nous entend déjà et est-ce que nous l'entendons surtout? Alors, très bien. Alors, par contre, tu vas peut-être pas répéter tout ce qu'il dit. Alors, je sais pas s'il y a assez de son. Arthur, on va faire un essai de micro. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot et on essaye? Je peux te dire un mot. Non, ça ne marche pas. Donc c'est Arthur. Voilà. Merci Arthur. On va essayer tout à l'heure avec des moyens techniques. Si vous êtes d'accord, une autre question, autrement on arrête et on commence la deuxième table ronde. On se fait une petite pause, je crois qu'il y avait de bienvenue de 5 minutes. Oui, allez-y. Attendez le micro. J'arrive. Parler de coûts. C'est pas que j'ai pas essayé, hein, vous êtes témoin. Allez-y. Je viens de la compétition et un jour à San Diego, je faisais du sup et les pélicans se moquaient de moi parce que j'avais un truc en polyester dramatique sous les pieds. Ouais. Donc je me suis dit, je vais faire des sup qui vont être le reflet 2010 de ce que l'on sait faire, nous Français, dans l'industrie nautique, avec des choses les moins impactantes possibles.
et je me retrouve avec un pain à l'intérieur en PSE recyclé 30%. Je me retrouve avec du lin que je mets en route avec Bilou. Fabriqué en Normandie, tissé en Normandie, une résine le plus biosourcée possible, et on fait de l'infusion. Et là, je tombe à la renverse de l'infusion, mais quelle horreur, il n'y avait pas plus lourd de matériaux à côté que du sup. Et puis après, je me dis, mais on en fait quoi en fin de vie? Et là, alors, on s'est arrêté, j'en ai fait 10 protos, on a vendu 10 protos sans problème, 2500, 2800 euros. Déjà, c'était des bêtes pas, qui étaient vendues parce qu'elles étaient belles, elles étaient bien dessinées par le bon architecte. Donc, on s'est dit, ce qui nous ennuie, c'est ce qui est à l'intérieur, c'est le PSE, on va changer, on va mettre des champignons. C'est la grande truc à l'époque aux États-Unis, ils faisaient grandir des champignons, et on pouvait les usiner. Je vais chez Antoine, au lieu de mettre du PSE chez Forme et Volume, je lui donne du champignon, hop, il me l'usine pareil, j'ai mon pain de champignons, après je le mets dans le jardin, ça marche tout seul. Mais j'ai toujours ce mélange, comment tu dis, thermodure et lin, j'arrive pas à m'en défaire. Rien n'existe sans laisser de traces, hein. Donc je me suis arrêté, je laissais plus de traces, c'était vachement bien. D'un point de vue cycle de vie, c'est super. Quand vous faites rien, vous laissez pas de traces. Là où on en est aujourd'hui, on est en train de faire, je vais pas vous le dire, mais c'est avec Chantelouche et Despierres, on se gratte la tête pour faire des supes en peuplier, ou qui soient creux à l'intérieur, qui soient creux à l'intérieur, mais le problème c'est le prix de vente au bout. On arrive à des bêtes qui sont en vente à 5200, 5300 euros hors taxes publiques. Pour un sup, moi j'ai des bateaux à 2 fois moins cher qui font 8 mètres de long, donc d'occasion. Donc le problème de coût, c'est ça qui nous arrête aujourd'hui. Je ne sais pas faire, ou je ne sais pas proposer à mes clients un sup qui soit entièrement biosourcé, entièrement réutilisable, et non pas recyclable, réutilisable, qui lui permet d'être sur l'eau en accord avec les mouettes qui rigoleront le dessous d'elle. Voilà. Merci de ce témoignage de l'humour. En fait, on est en train de résumer ce qu'on vient de se dire, mais j'ai bien une réponse. Alors, vas-y Lalou. Moi, je peux amener une réponse. Hein. On fait du lin, donc un sup, donc comme tu dis, en lin et hélium, donc monolithique. Globalement, on est sur du recyclable. On peut le recycler. Nous, on a eu la bonne, donc la bonne nouvelle, on va dire, en cours de construction, donc de notre classe 40. Donc nos ingénieurs de chez, donc de chez Arkema, donc du GRL, c'est le groupement de recherche de l'AD, sont arrivés. Ils nous ont dit, oh là, les gars, on garde tous les matériaux parce qu'on va les réemployer. Donc tous les matériaux mis en œuvre, c'est-à-dire donc tous les consommables, c'est-à-dire les plastiques pour faire le vide. Donc les bâches à vide, les tuyaux de vide, les robinets, enfin tout le bazar. Donc et ça en fait. Donc il faut savoir que par exemple sur un classe 40, c'est environ 350 kilos donc de matériaux donc mis en œuvre, donc qui la plupart du temps donc est balancé. Ces 350 kilos donc là en fait on les a réutilisés, réemployés. Donc alors c'est pas nous qui l'avons fait en direct, hein, donc ça a été fait chez Arkema. Et donc tout ce qui était résine, donc les fonds de seau par exemple d'infusion, on a toujours des fonds de seau qui traînent. Donc ça repart à 98%, autour de 98 à 99%, donc pour refaire donc du monomère à zéro et donc refaire de la résine pure. Ensuite, donc selon le vrai gros problème, donc c'est la séparation donc des matériaux. Donc nous on a déjà commencé à séparer une partie des matériaux, mais ensuite le déchet ultime, en fait ils en font presque un PEHD. Enfin en fait en tous les cas ils en font un plastique amalgamé, donc avec lequel on peut faire de la plaque pour fabriquer un moule, pour fabriquer donc un gabarit, ce genre de choses. Donc en fait c'est la plaque plastique, thermoplastique, donc ultime. Par contre elle en fin de vie elle est difficilement recyclable parce que voilà, donc parce qu'après il faut mettre beaucoup d'énergie en œuvre pour pouvoir donc la recycler. Mais il y a des solutions donc qui existent, tu vois. Donc là on a fabriqué une pièce qui pourrait ressembler, sauf que c'est une boule, mais en gros donc ouais, c'est plus facile peut-être à rester debout sur un sup. Donc en gros, donc entièrement en lin hélium, et donc tous les matériaux donc mis en œuvre ont été recyclés à 100% dans la fabrication de cette sphère. On monte donc un four à pyrolyse, c'est autour de 400 degrés, entre 350 et 400 degrés, pour séparer donc l'ensemble des matières. Alors c'est sûr qu'il faut de l'énergie pour pouvoir la séparer, mais on est par exemple beaucoup moins que quand on parle donc par exemple de fibres comment ça s'appelle, de fibres de basalte, hein, donc recyclable, c'est le grand mot ça. Donc la fibre de basalte elle est recyclable, mais comme toutes les autres fibres, donc du reste, enfin je pense que là voilà, comme toutes les autres fibres, pas plus pas moins. Et là on parle de températures bien plus élevées, donc pour récupérer donc de la fibre, d'ailleurs de carbone ou de basalte ou autre quoi. Donc on est oui effectivement sur il y a, mais aujourd'hui le bilan, enfin en tous les cas celui qui a été fait et on est sur des pilotes, hein, donc il y a pas d'usine qui existe de recyclage des PMMA, etc., puisque c'est la famille des PMMA. Donc on est sur un bilan plutôt positif donc quant à la récupération à la tonne de matériaux.
En tous les cas, pour compléter ce que dit Lalou, c'est que par rapport à dans un schéma futur, presque au pays de oui, mais après tout, on a bien le droit de rêver un peu. Un industriel qui construit un bateau, il sait qu'il va générer beaucoup de déchets. Et on sait, comme disait Jean-Luc Alguet en début, le déchet va nous coûter très cher, à tous. Et si on a au moins des solutions qui permettent de revaloriser dans un pourcentage significatif nos déchets, c'est déjà une belle victoire. Moi, je trouve. Plutôt qu'effectivement générer 400 kilos de déchets sur un bateau qui en pèse une tonne, quoi, et que ça soit enfoui, quoi. Ça sera le mot de la fin. Merci à la présidente pour cette conclusion. Merci, on peut vous applaudir et je pense que le débat n'est pas clos. On va démarrer avec vous. C'est pas par hasard du tout, puisque vous avez plusieurs casquettes. Je crois qu'ici, au moins plusieurs personnes connaissent les précédentes, mais là, on va vous faire coiffer celle du responsable de cette commission de management environnemental au sein du cluster. Pourquoi cette commission, justement, existe? Pourquoi une commission dédiée au sein du cluster sur cette thématique? Ça vient d'être dit, ça a été dit, c'est le débat qu'on a en permanence, c'est comment arriver à diminuer notre impact dans l'environnement. Je crois que c'est ça qui nous concerne tous, ça concerne tout le monde, ça concerne les grands chantiers, ça concerne les petits chantiers, et on voit que l'intérêt d'avoir une commission comme ça, c'est de permettre aussi à peut-être aux petits chantiers d'être présents sur cette thématique-là, parce qu'on a tendance à imaginer effectivement que les grands chantiers peuvent mettre en place celle de RSE, peuvent mettre en place toutes les formules possibles pour améliorer leur impact, mais dans les petits chantiers c'est beaucoup plus dur, et on va voir que c'est par le collectif justement, et l'intérêt d'être dans cette commission, c'est le collectif, il y aura des témoignages qui parleront de ça, qui fait que les choses sont possibles ensemble. Avant ces deux témoignages, justement, Fabrice, une dernière question par rapport à ça. Vous avez été l'initiateur, on peut dire en tout cas celui qui a accompagné cet envol d'envol, le jeu de mots était facile. Pourquoi ce choix ? Le choix, il était il y a à peu près 5 ans qu'on a lancé cette idée-là. C'était au départ la CCI qui avait lancé cette idée-là d'envol. C'est la première marche d'ISO 14001. Donc dont on va parler avec notre voilà, donc on va parler de tout à l'heure. Donc c'est important. Et pourquoi on l'a créé? Parce que justement il y avait rien, donc il fallait faire quelque chose. Et on l'a fait de façon un peu presque intimiste. On l'a fait sur La Rochelle. On avait créé une association qui s'appelle LR2N, La Rochelle Nautic Network, avant que l'Atlantic Cluster existe, et ça nous a permis de nous rassembler, de nous retrouver entre nous sur cette thématique-là. En fait, on a besoin de se retrouver parce qu'en fait, on est quand même pour un chef d'entreprise, on est quand même un peu isolé face à toutes ces réglementations qui arrivent, comment on prend ça, enfin, et c'est ça l'intérêt. Et donc le relais est pris avec l'Atlantic Cluster. On a formé pas mal de jeunes ingénieurs sur ça, mais on n'a jamais réussi à le conclure en créant un poste dédié à ça aujourd'hui. Et pourtant, il y aurait besoin qu'on ait un poste dédié pour accompagner nos petits chantiers sur cette thématique-là. L'appel est lancé. Antoine Desserriers de Forme et Volume, j'ai présenté tout à l'heure, et Frédéric Depuis, ils sont pris leur envol, le genou est toujours, je vais en faire 2 ou 3, après j'arrêterai. Vous, depuis 2017, si vous voulez bien prendre le micro, Antoine. Alors, précurseur, oui ça marche, je vous ai entendu. Précurseur, je sais pas, en tout cas, vous avez fait cette démarche au milieu des années 2010, je dis ça pour donner encore plus de temps. Non, quand même pas, non. Moi, c'était bien avant. Ah, voilà. C'est avant qu'on vous en parle. Donc, vraiment précurseur. On vous connaît effectivement pour la réalisation des moulées maquettes. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on se dit, je vais aller chercher cette reconnaissance? La reconnaissance, non pas de votre travail, mais de Envol, hein, d'aller chercher le label. C'est le fait qu'à un moment donné, on peut pas nier qu'il y a un véritable problème et qu'il faut qu'on amène des solutions, même si elles sont imparfaites. Et elles le sont, et même si c'est qu'une goutte d'eau dans un océan de problématiques. Moi, j'ai lu un bouquin après avoir adhéré à Envol qui m'a beaucoup fortifié dans cette démarche-là, un de mes Prinkelf, un mec d'Harvard, je crois, qui disait qu'en gros, si on prend tous les problèmes de géopolitique, de famine, de guerre, de bonheur, tout va bien, tout va mieux en fait. Même si là tout de suite, ça paraît un peu compliqué à accepter, en fait tout va mieux. Sauf, on a un méga problème de CO2 les gars. Et là, ça va pas du tout. Et il y a des solutions.
mais on n'est pas en train de les prendre. Et on se dit, à un moment donné, il faut prendre le truc à bras-le-corps. Et c'était la main tendue, j'ai envie de dire. La main tendue d'un système, en fait, qui est relativement compliqué quand même pour quelqu'un qui n'y connaît rien, mais qui est pratique et qui permet de mettre le pied à l'étrier, de gravir la première marche. Je crois que j'en ai fini avec les métaphores, et du coup, je passe la parole. Alors non, je vais garder un petit peu. Vous avez dit quelque chose qui va intéresser, je pense, ceux qui s'y sont pas encore mis, qui pourraient être tentés d'y aller. C'est une démarche un peu compliquée. C'est dit pudiquement. Est-ce qu'on peut rentrer dans ce que ça représente, cette démarche? Et Frédéric Dupuis nous fera témoignage de sa démarche à lui. C'est compliqué parce que c'est un saut dans l'inconnu. On n'a pas été formé à ça. Enfin, on a été formé par nos grands-parents, par nos parents, et basta. Et puis on a oublié parce que c'est vachement pratique. Le plastique, c'est fantastique et tout. Donc on prend, on jette. Mais on se rend bien compte que ça a ses limites. Et après, on essaye de rattraper le temps perdu à pas gérer ça, à pas cerner en fait les problématiques. Et on s'aperçoit qu'il y a un magma en fait de normes, de lois, de décrets, de cadres local, national, européen, etc. Et plus des pressions des clients, des tiers, et ainsi de suite. On a parlé aussi des opérateurs, enfin des salariés. Et on se dit mais comment je vais faire pour prendre le sujet sans partir n'importe où, n'importe comment, un peu comme un poulet sans tête là, au milieu du chantier. Et donc là on a un cadre, on a encore une fois un socle avec l'assistance de doctorants, je crois à l'époque, qui connaissent un peu le truc parce qu'ils sont sur le sujet depuis 3-4 ans et qui savent par quel bout l'attraper, qui savent faire le diagnostic, qui savent faire la situation, qui savent fixer des objectifs qui sont tangibles et potentiellement atteignables. Charge à nous de prendre le sujet à bras-le-corps. Et c'est là où ça devient effectivement compliqué aussi parce que le sujet il n'est pas forcément central, même si on sent bien que c'est l'épée de Damoclès. Il y a les factures de Veolia ou de Rouvreau qui augmentent en veux-tu en voilà, même si on essaye de limiter les tonnages. Et voilà. Et donc la pression elle est là. Et ça c'est un moyen de faire le premier pas, et un premier pas assez sûr finalement parce que ça permet d'avoir un panorama très très large et d'agir de manière très concrète. Vous avez du recul, on va y revenir justement sur l'expérience. Frédéric Dupuis, si vous voulez bien prendre le micro d'Antoine. Sur ce parcours, vous m'avez un peu expliqué quand même, ça va être un peu le parcours du combattant si je caricature un peu vos propos, mais j'ai bien senti que ça avait pris du temps. Alors déjà on est petit. Or, précisez peut-être l'entreprise et le nombre de salariés avant de dire. Alors 4 salariés. Ouais. Et effectivement, toutes ces normes, sont avant tout faites pour des grands en fait, qui sont organisés pour en fait. Et c'est vrai que nous, je me souviens quand j'ai vu la première fois toutes les questions et tout, j'y arriverai jamais en fait tout seul. Donc c'est pour ça que l'aide a été bienvenue. Et c'est vrai qu'on est devant un espèce de mur en fait. Or, si tout le monde met son petit grain de sable, normalement, on devrait arriver à faire quelque chose. Mais c'est vrai que de prime abord, franchement, c'est un petit peu compliqué. Ouais. Et une fois qu'on a passé ce petit coup au moral, avec l'accompagnement, on met combien de temps? Un accompagnement et un fouet, oui, tout à fait. On n'y passe pas non plus, c'est pas délirant en termes de temps. Après, il y a toutes les validations, il y a toutes ces choses, mais en investissement personnel, c'est pas, enfin, c'est jouable, enfin, même à notre niveau, hein, donc on peut y aller. Moi, oui, bien sûr. On a entendu tout à l'heure parler de formation, qu'il fallait mettre les salariés. Comment ça se passe? En plus, c'est intéressant, 4 personnes. Comment on le partage? Est-ce qu'ils le subissent? Est-ce qu'ils sont acteurs? Comment ça marche? Alors, faut l'amener de façon un petit peu plus, faut l'amener de la bonne façon parce qu'en fait, on est dans on utilise, on a beaucoup de déchets, hein, et l'habitude c'était, c'est facile, hein, on prend tout, on met à la poubelle. Et en fait, il faut faire changer cette habitude pour que chaque déchet prenne une place. En fait, c'est surtout il faut pas l'imposer en fait, il faut que ça soit amené de façon à ce qu'il participe et non pas qu'il soit forcé parce que de toute façon sinon dès qu'on a le dos tourné ça va partir à la poubelle. Voilà. Du coup l'accompagnement, le fait de faire prendre en compte ce sujet-là par vos salariés, c'est passé par quoi? Par aussi l'accompagnement ou c'est vraiment le job là, du chef d'entreprise qui explique, qui réunit? C'est plus moi qui ai expliqué, mais avec effectivement les personnes les jeunes qui sont passés ont aussi bien expliqué les choses. Puis bon, après, une fois que les habitudes sont prises, après, finalement, c'est facile. Hein. Est-ce que cette pédagogie, elle est acquise à jamais ou est-ce qu'il faut y revenir de temps en temps et qu'il y a encore... chaque nouveau salarié. Oui, alors ça oui. Mais est-ce que les salariés actuels font le job? Non, ils ont bien l'habitude. D'accord. Et ils forment les nouveaux.
Et ils forment les nouveaux. Oui, après, c'est des habitudes, c'est vraiment des habitudes de travail, en fait. On a vu là du positif avec Antoine tout à l'heure, c'était un petit peu entre les deux. Concrètement, dans l'entreprise, avec vous, oui. Avec vous dans l'entreprise, c'est quoi les conséquences aujourd'hui concrètement? Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conséquence principale de ce label en vol? Les conséquences, elles sont, moi je les mesure pas. Enfin je les quantifie pas parce que ça me prendrait trop de temps. Parce que j'étais DAF avant, puis que j'ai arrêté de compter depuis un bout de temps, puis que je fais des bateaux. Non, les conséquences, elles sont dans une forme de dynamique et j'ai la prétention de croire qu'effectivement les salariés sont plus sensibles aux problématiques environnementales qu'ils ne l'étaient et sont plus enclins, on va dire, à considérer avec bienveillance des solutions qui sont plus contraignantes. On parlait de formation pour la mise en œuvre des résines hélium. Fabienne m'avait raconté comment ils étaient tous sortis en vomissant la première fois qu'ils ont ouvert un tonneau. Là, par exemple, on est en train, nous, d'essayer de bannir l'acétone, remplacer ça par d'autres produits non volatiles, non toxiques. Et il y a beaucoup de freins, mais il y a un réel intérêt. Voilà. On est en train, et puis quand on explique un petit peu que la pièce mère qu'on a fait d'un trimaran de 400 mètres carrés de coque, on va prendre du temps pour enlever la stratification qu'on va jeter proprement dans la benne, et puis on va recycler tous les blocs un par un, ça va prendre des mois. Là encore une fois, j'ai pas compté. On commence à ancrer, on va dire, les pratiques comme ça dans le personnel. Après, il faut que ça soit tout le temps. En fait, on va changer des ampoules, on va mettre des LED. C'est des petites choses, c'est des petits coups de cliquet. On essaye d'éviter en sorte que ça recliquette pas dans l'autre sens, que ça décliquette pas, mais ça crée, on va dire, une dynamique. Et après, il faut s'attaquer aux vrais dossiers. Effectivement, on parlait de recyclabilité, donc nous on essaye de voir comment on peut éviter de balancer effectivement des pièces mères qui ont servi une fois pendant même pas 2 jours, quoi, en gros. Frédéric, je voulais poser la question à votre voisin, mais il compte plus, il fait du bateau, donc je vais pas lui demander. Est-ce que ça a un coût et on sait l'estimer? Oui, c'est pareil, je l'ai pas trop compté. Enfin, déjà, il y a ce que l'on cotise chaque année pour participer. C'est bien de le rappeler, au moins il y a cette cotisation. Voilà, bon, c'est pas non plus une somme délirante. Quand on est aidé, on participe aussi évidemment pour financer la personne. Après, tous les jours, je saurais pas le quantifier. Et est-ce qu'on s'est quantifié un retour sur investissement, ou est-ce que c'est un gros mot qu'on s'engage là-dedans? Allez. Je pense qu'objectivement, on n'a pas de. Enfin, faut que ce soit une conviction avant tout personnelle, parce que si effectivement on compte, c'est même pas la peine de jouer en fait, pour être très honnête. Oui, justement, Fabrice Faure. Est-ce qu'ils sont représentatifs? Prenez le micro, Fabrice. Est-ce qu'ils sont représentatifs des gens que vous accompagnez? Et est-ce qu'on a plutôt une démarche de chef d'entreprise qui va le faire par conviction, plus que pour des calculs purement de rentabilité? Non, ici, vous avez les meilleurs d'entre nous. Attention, ça n'a pas toujours réussi à ceux qui l'ont dit. Hein. Eh oui. mais oui, c'est intéressant ce qui a été dit par Frédéric, parce que il a parlé de normes faites pour les grandes entreprises. C'est bien le sujet. C'est que demain, si les normes sont que pour les grandes entreprises, les petites entreprises vont disparaître parce qu'elles pourront pas suivre. Donc il y a tout un tissu qui est très dans une dynamique innovante, souvent dans le notice, qui peut disparaître parce que justement ils seront pas dans les normes et leurs chantiers seront arrêtés sur des problèmes de réglementation. Donc cette transition, il faut la faire, il faut s'y mettre, il faut que les petits chantiers aient bien conscience que l'enjeu est là. Et donc effectivement, on a la chance d'avoir de chefs d'entreprise qui ont compris ça. Et il faut absolument qu'il y en ait d'autres qui comprennent l'importance de cette transition écologique qu'on doit faire par le management environnemental. Je crois que c'est justement bien le message que veut faire passer le cluster, et vous en faites partie. Alors, je vais venir vers vous parce que là, ils sont sur une première marche. Je vais vous rappeler que vous êtes Arnaud Develde, ingénieur développement de Wild. De Wild. Ben oui, pourquoi je dis un E? Alors, ingénieur développement sur Nouvelle-Aquitaine pour l'AFNOR. Est-ce qu'ils sont forcément sur la première marche qui peut les emmener vers ISO 14001, ou est-ce qu'ils sont pas forcément obligé d'y aller, on leur demandera après. Et vous, par rapport à ce que vous pouvez faire comme accompagnement avec l'AFNOR, est-ce qu'on est obligé de passer par envol pour aller vers l'ISO, ou est-ce que je peux y aller directement? Voilà. 2 questions, 2 minutes. Ok, c'est parfait. Bien. Première question, est-ce qu'ils sont sur la bonne voie? Sur la première marche? Sur la première marche, vraisemblablement oui, puisque le concept d'envol a été conçu pour ça.
pour faciliter, pour permettre aux entreprises de petite taille d'aborder la question du management environnemental avant de se lancer dans la grande démarche et avec éventuellement un objectif de certification selon l'ISO 14001. Le principe d'Envol est basé sur une NF, une norme française, qui est un guide en réalité, qui aide à structurer justement le système de management avec tous les thèmes que l'on va retrouver dans la 14001. Alors, c'est une première marche, mais on peut la squeezer. Hein. Et ils l'ont fait, on les félicite, mais on peut très bien aller vers l'ISO 14001 sans passer par Envol. Hein. À direct. Ah, on va parler après. Alors, on va en parler après. Ok. Je reviens sur cette ISO 14001 pour ceux qui nous écoutent, qui nous suivent, qui nous verront après grâce aux enregistrements du cluster. Qu'est-ce que c'est le message aujourd'hui? C'est il va falloir y aller, c'est votre choix, c'est une obligation. Comment on se positionne? Alors la 14001 et la certification notamment, d'ailleurs on peut très bien construire un système de management selon la 14001 sans pour autant être certifié. C'est avant tout une norme qui est un outil de structuration pour l'entreprise. Est-ce que je suis obligé d'y aller ou est-ce que j'ai encore le choix? On n'a pas d'obligation d'y aller, c'est par principe une norme de management, donc une norme volontaire. Pas d'obligation. Maintenant, on sait très bien que certains donneurs d'ordre, notamment dans des marchés publics, imposent quelques règles ou quelques conditions qui amènent l'entreprise à rentrer dans ce type de démarche, voire à obtenir une certification. Pour l'instant, pas d'obligation. Antoine, qui fait du marché public pas mal avec les maquettes, c'est quelque chose qui vous est imposé, souhaité par la commande publique. Souvent, le micro est là. C'est juste pour voir si vous êtes en phase. Oui, enfin de plus en plus, effectivement, les clients publics, parapublics, collectivités, mairies, etc. demandent à ce que les maquettes soient en bois, par exemple. Nous on n'en met pas parce que le bois ça vieillit très mal, mais c'est une demande de plus en plus prégnante. Alors, pas forcément dans les prototypes, mais on travaille par exemple avec des gens qui font du mobilier. Et il faut vraiment qu'il y ait du bois, que ça soit avec des vernis à phase aqueuse, etc., etc. Ça c'est le premier aspect. Et puis le deuxième aspect, c'est de plus en plus des questions de conditionnalité en fait des aides publiques à une démarche environnementale. Et c'était en filigrane dans les récentes parutions de la région Nouvelle-Aquitaine. Néoterra a évoqué déjà ça il y a 4-5 ans, 3 ans. Mais ça n'a pas été suivi d'effet. En revanche, a priori, le camion nouvelle, ça commence ça se bouscule un petit peu, ça se précise. Donc tout d'aide, si vous n'avez pas 1, 2, 3 actions, et selon le niveau d'aide que vous voulez avoir, il va falloir de plus en plus d'actions, de plus en plus d'actions concrètes. Dernière question, et le micro après pour Cédric, mais répondez-nous, est-ce que vous êtes sur le chemin de l'ISO 14001 ou pas? Oui. Non mais c'est pas pour faire plaisir. Non, le label, c'est pas une fin en soi, ce qui compte, c'est... Ce qui compte pour nous, moi je suis pas un très grand communicant. Ce qui compte vraiment, c'est la cohérence en fait de la démarche vis-à-vis des collaborateurs en premier lieu, et puis vis-à-vis des parties liées, donc effectivement les clients, les fournisseurs, les banquiers, etc. Il faut que tout ça soit cohérent, et si c'est labellisé, c'est mieux. Si c'est labellisé Envol, c'est bien. Si c'est 14001, c'est encore mieux. Mais encore une fois, l'idée c'est vraiment d'aller dans du concret et dans du concret utile. Moi, je rejoins le truc sur l'éco-conception de la table d'avant, quoi. En fait, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire des choses qui soient soit très recyclables, soit très durables. Et on a une chance folle avec le composite, c'est très durable. Et je pense que de moins en moins, quel que soit le sujet, un peu comme les paysans, on n'aura plus du tout la capacité, les moyens finalement d'acheter des choses qui ne sont pas durables. Voilà. Frédéric, est-ce que vous avez regardé la première feuille du questionnaire AFNOR 14001 et est-ce que vous avez eu le même réflexe de recul que pour Envol, ou est-ce que ça s'est mieux passé? Oui, alors c'est 14001, elle est loin en fait. Alors dites-nous, vous avez envie d'y aller ou vous vous sentez un peu esselé? Peut-être, mais okay. Déjà Envol m'a permis moi de structurer des choses toutes simples en fait. Ouais. Après, à notre échelle, 14001, elle est vraiment loin. J'ai regardé. Arnaud, une réponse pour le convaincre ou pour convaincre les gens dans la salle? Si vous avez réussi Envol, vous avez travaillé sur une NF qui est 3200 quelque chose, qui reprend exactement tous les thèmes de la 14001. Tout à l'heure, vous avez abordé la question. Je crois que ce qui fait peur dans cette démarche, parce qu'elle est pas super compliquée. Alors avant, pas comme ça qu'elle est vécue, mais allez-y. Oui, mais bien sûr. Mais alors, pour la petite histoire, avant d'être l'auditeur de côté AFNOR, j'ai été l'accompagnant pendant 20 ans.
Donc des structures, j'en ai accompagné beaucoup, dont des très petites. Ce qui fait peur, c'est d'abord le changement. Effectivement, vous avez abordé le sujet. Le changement fait peur, il va falloir changer de pratique, il va falloir changer d'habitude. Peut-être la méconnaissance du référentiel aussi. Peut-être que c'est quelque chose qui freine un peu. On ne sait pas trop ce qu'il y a comme exigence, on ne sait pas trop comment les interpréter. Ça freine, oui, ça freine, effectivement. Donc se faire accompagner, c'est bien. Bon, on va caler les accompagnements. Nos deux autres invités, je voulais absolument qu'on ait les témoignages avant, on va faire passer le micro. Je vais vous faire une question commune. Déjà, présentez-vous tous les deux, parce que vous êtes effectivement ceux qui regardent ce milieu nautique comme vous regardez d'autres milieux. C'est important, je pense que tous les deux, vous disiez qui vous êtes et ce que vous faites. Et quel regard vous avez justement sur ces démarches? Allez-y. Allez, oui. Je commence, vu que dans l'ordre. Donc Damien Delettra, je travaille dans une association qui s'appelle Soltena, et donc on regroupe un certain nombre d'entreprises qui proposent des solutions, des services dans le cadre de la transition écologique, et donc sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. Et du coup, moi, plus spécifiquement, je suis plutôt en charge de toutes les questions d'éco-conception, donc on a abordé tout à l'heure, et donc les dimensions justement cycle de vie, performance, indicateurs environnementaux, c'est les choses avec lesquelles on est amené d'accompagner un certain nombre d'acteurs sur la Nouvelle-Aquitaine, des petites, des grandes, des moyennes. Et ça fait le lien aussi avec la question sur l'ISO 14001, puisque ça intègre maintenant depuis 2015 la prise en compte de cette dimension éco-conception. Avec ce regard à la fois régional et multi-activité, est-ce que le nautisme aujourd'hui est en train de vivre quelque chose qui est déjà bien avancé sur d'autres secteurs? Est-ce qu'il est au même niveau? Comment vous le situez? Et quel conseil vous auriez à donner à ceux qui hésitent aujourd'hui? Pas du conseil du jugement, le conseil. Voilà. Non, c'est difficile. Alors, c'est vrai qu'en préparant la table ronde, ça m'a fait repenser à justement, ça fait à peu près une dizaine d'années finalement qu'on avait déjà travaillé avec le CRIT matériaux, avec Fabrice, avec les entreprises qu'on voit là, justement sur toutes les initiatives, alors qui portaient initialement sur justement ces notions de choix de matériaux, de recyclabilité, enfin les matières et la fin de vie sur l'approche produit. Donc c'est vrai que ça fait un certain moment qu'on a toujours ces questions de est-ce que le biosourcé est mieux en termes dans la notion de composite finalement souvent les charges à utiliser, comment est-ce que se comporte. C'est vrai qu'on retombe un petit peu, enfin on est toujours sur ces questions-là. Maintenant j'ai l'impression qu'elles sont plus abouties ou rassurez-nous, on s'est pas privé de plage pour revivre ce que vous avez vécu il y a 10 ans. La question, c'est qu'est-ce qui a progressé, hein. Non, en tout cas, c'est vrai que c'est mieux connu. Déjà, il y a un bon retour d'expérience. Il faut quand même être honnête sur ces questions-là. Et la dimension, ce type d'action quand même à se développer dans beaucoup de filières aussi. Alors, il y a des choses bien qui sont utilisées dans le nautisme. Et puis, de manière complémentaire, le nautisme utilise des initiatives qui ont pu être développées dans d'autres filières aussi, évidemment. Allez. Un petit mot d'Arnaud, pas un petit mot d'ailleurs. Présentation aussi et de la structure, je crois que c'est important. Bonjour, ça marche, parfait. Arnaud Lemeur, donc moi je travaille pour la coopérative Carbone. On est une société coopérative d'intérêt collectif. On est 5 à travailler là-dedans depuis maintenant un peu plus d'1 an et demi. On est issu d'un projet de territoire qui est La Rochelle Territoire Zéro Carbone. Pour ceux qui connaissent pas, je vous invite quand même à regarder un petit peu tout ce qui est fait dans ce programme-là. Merci de donner encore la forme développée, parce que hier sur un autre débat, j'ai entendu une rafale de lettres et c'était la même chose. LRTZC pour les intimes. Merci. Voilà. Et donc nous là-dedans, en fait, on a pour ambition d'accompagner les acteurs du territoire dans leur transition bas carbone. Et pour ce faire, il y a 2 leviers d'action principaux. Il y a un, c'est réduire les émissions qu'on a aujourd'hui, et 2, en même temps, c'est augmenter les puits de carbone qui sont sur le territoire. Parce qu'aujourd'hui, on a un vrai enjeu environnemental avec ces émissions carbone. On a des objectifs qui sont européens et nationaux d'atteinte de neutralité de carbone d'ici 2050. Et donc la vraie question pour tous ceux qui sont dans cette salle, c'est comment est-ce que ici, cette industrie, elle continue à rêver, elle continue à produire, elle continue à faire de la course, elle continue à faire du loisir en voile, tout en s'intégrant finalement dans cette trajectoire qui va devoir, entre guillemets, s'imposer à tout le monde si on veut atteindre nos objectifs climatiques. Alors Arnaud, vous l'avez dit, on salue l'élu Rochelais, mais qui a aussi une casquette de vice-président de la région, Gérard Blanchard, qui est arrivé. Vous avez parlé donc de ce territoire zéro carbone qui est localisé ici, mais on a des chantiers qui sont venus, on les salue, du Médoc, on l'a vu tout à l'heure, on a des chantiers du bassin d'Arcachon avec Beacher, et il y en a sûrement d'autres, j'oublie personne, mais c'est juste pour vous dire qu'il n'y a pas que La Rochelle. Est-ce qu'ils ont une pression supplémentaire, là, nos 2 témoins, en étant sur votre zone zéro carbone? J'espère un peu quand même, oui. Je veux dire, je pense que La Rochelle, on est quand même très très fiers de porter cette ambition-là. Maintenant, il y a beaucoup d'autres territoires en France qui essaient de porter une ambition similaire, et je pense qu'il faut qu'on soit exemplaire ici.
après, le secteur du nautisme en particulier, c'est toujours un secteur qui va être un peu plus problématique parce qu'on parle de loisirs, on parle de rêves, on parle pas de choses qui sont finalement essentielles pour notre survie. Et donc, il faut qu'on arrive à garder cette qualité de vie-là, qu'on arrive à garder ce rêve, qu'on arrive à garder ces loisirs-là. Et donc, il va falloir transformer l'industrie. Et alors, si je peux me permettre de développer un petit peu. Bien sûr. Il y a deux façons de le faire. Comme je l'ai dit, c'est de réduire les émissions. Donc, nous, ce qu'on propose à la coopérative carbone, par exemple, c'est d'accompagner les entreprises dans la mesure de leurs émissions et ensuite leur donner un accompagnement pour arriver à réduire. Parce que si on ne mesure pas, on n'a aucune idée finalement de notre impact. Et quand on parle d'impact, je pense que si on parle finalement en termes de loisirs, Mathieu Fontaine l'a très bien dit plus tôt, on ne peut pas juste parler éco-conception, c'est très très bien, il faut rentrer dans ces débats-là, mais la vraie question, c'est combien de bateaux on veut ici en France, quelle taille de bateau, toujours plus gros, avec quel niveau d'équipement, avec quelle propulsion. En fait, tout ça, ce sont des réflexions stratégiques qu'il faut absolument que l'industrie ait et que ce soit pas juste de l'éco-conception de matériaux. Et ensuite, une fois qu'on a dit... Donc ça, nous, on propose des accompagnements pour ça, pour mesurer et aider à faire des décisions stratégiques sur le court, moyen, long terme. Juste une précision, Arnaud, je vous coupe parce qu'on va continuer. Tout à l'heure, on a entendu chez Mathieu Fontaine dire qu'il fallait tordre le bras au consommateur. C'est un peu lui qui décide de ce qu'on va faire. Et oui, bien sûr. Comment vous l'intégrez dans alors, ça c'est clair, mais après, derrière, il faut que tout le monde ait une prise de conscience aussi au niveau des consommateurs et d'être prêt à payer un petit peu plus cher, finalement, des bateaux qui sont éco-conçus, qui ont une maîtrise et un calcul de leur empreinte carbone et qui l'affichent publiquement. Je pense qu'il faut que ça devienne finalement un choix de consommateur éclairé et pour ça, il faut qu'on ait les informations et donc il faut que les acteurs les produisent, d'où le fait de mesurer et de rentrer dans toutes ces démarches-là. Damien, l'expérience rochelaise à l'échelle que vous regardez de cette Nouvelle-Aquitaine, elle est aujourd'hui pilote et entre guillemets exceptionnelle, non pas en qualité mais au moins en numériquement, ou est-ce qu'on a d'autres territoires qui sont en train d'avancer dans ce domaine-là? Alors j'avoue, j'ai pas forcément regardé plus précisément l'enjeu nautisme outre Non, mesure. pas sur le nautisme, ça dépasse le nautisme. Là, je parle du zéro carbone. Oui, oui. Alors effectivement, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Arnaud, pardon, sur ces questions. L'idée, c'est évidemment de connaître, de mesurer ces indicateurs. Il y a plein de stratégies qui existent. La notion de CO2 en est une. Il existe aussi d'autres indicateurs. Chaque entreprise, chaque acteur va avoir sa propre stratégie à mettre en œuvre. Et c'est vrai que les actions se développent de manière aussi incrémentale. On évolue au fur et à mesure et on va pas révolutionner du jour au lendemain la conception d'un produit. Je voulais rappeler aussi, c'est vrai qu'il y a des enjeux aussi réglementaires. Tout à l'heure, vous l'avez dit sur l'aspect réglementaire plutôt incitatif financier entre guillemets sur la gestion des déchets qui vise à être augmenté. Il y a d'autres initiatives qui existent aussi dans le secteur plus largement des filières REP sur justement augmenter ou en tout cas fournir des indicateurs, des outils sur la réparabilité, des indices de réparabilité, de durabilité qui commencent à être mis en œuvre et appliqués par les entreprises. C'est vrai que c'est là où tout à l'heure ça a été évoqué dans la table de ronde précédente, un produit ou que ce soit un bateau ou un stylo n'importe lequel, s'il est utilisé ou s'il reste au port, l'intérêt environnemental qu'on aura pu mettre dans les matériaux, dans sa fabrication ou dans sa propulsion, il peut être amené à être très bon ou très mauvais. Donc selon l'usage qu'on va en faire, c'est là où il y a déjà un gros enjeu. Et puis sur la durée de vie, la réparabilité des éléments, la maintenance, enfin c'est toute une filière aussi autour à construire et je pense que c'est ce qui est fait aussi autour du cluster. Une question commune pour les chefs d'entreprise, les représentants d'entreprise qui sont là, ceux qui sont aussi bien sur le plateau que dans la salle et ceux qui nous suivent. Vos deux structures, qu'est-ce qu'elles peuvent leur apporter concrètement et comment vous pouvez les aider ou en tout cas les accompagner ou les informer? Quel est votre rôle et jusqu'où vous allez? Non, nous, notre rôle, c'est de vous mettre en relation avec les acteurs. On a bien envie de rire, on n'a pas entendu ce qu'a dit Antoine. Ah, pas cher, oui, c'était dans la question. Évidemment. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a des aides. L'ADEME, l'ADEME n'a pas été cité, mais l'ADEME aussi a pas mal de dispositifs sur ces enjeux environnementaux, alors d'évaluation, de diagnostic, de mesure, connaître un petit peu aussi tous ces enjeux en termes d'émissions de gaz à effet de serre et d'autres indicateurs par rapport à son activité, son produit. C'est des choses que l'ADEME soutient assez significativement. La région aussi, évidemment. Et suite à ça, nous, notre rôle, c'est de vous aider à formaliser tout ça, à faire ce diagnostic, puis ensuite de dire, selon la stratégie que vous voulez mettre en œuvre, parce que pour chaque entreprise ça va être différent. Enfin, on a un secteur d'activité, une taille d'entreprise, un fonctionnement différent, des fournisseurs, des clients. Enfin,
Voilà, c'est au cas par cas, il y a des actions à mener. Nous, notre rôle, ça va être d'aider chaque acteur à trouver le bon niveau d'action et ensuite de trouver les partenaires qui vont les accompagner de manière opérationnelle sur ces questions-là. L'enjeu, je finis là-dessus, puis après je vais passer la parole à Arnaud. Allez-y, on a le temps. L'enjeu de la communication aussi, c'est vrai que nous, on a beaucoup tout à l'heure, c'est ce que vous aviez dit au niveau du label Envol, c'est vrai que comment je valorise ou comment j'essaye d'évoquer le fait que mon produit, mon offre, mon service est intéressante ou en tout cas intègre la démarche environnementale. Une démarche environnementale, c'est là aussi on a beaucoup de demandes et comment on évite le greenwashing. Il a été évoqué tout à l'heure, mais dès l'instant que je vais parler d'environnement, il va falloir que je fournisse des preuves, des éléments de réponse et aussi de l'humilité, parce qu'on va jamais aboutir à un produit ou un service zéro quelque chose, ça n'existe pas. Donc il y aura toujours des marges de manœuvre à mener. Donc on est là pour travailler sur ces questions-là. Juste, Damien, avant de passer le micro, du pratico-pratique toujours, parce qu'on est là pour être le plus concret possible. Il y a des représentants pour Soltena sur l'ensemble du territoire. C'est vous qui êtes l'interface. On a envie de savoir, de s'informer, on fait quoi? Alors, moi, je suis basé à Poitiers, mais donc je suis plutôt sur l'ex-Poitou-Charentes, on peut dire. Après, j'ai des collègues qui sont à Bordeaux aussi, et puis encore d'autres à Limoges. Donc, on essaie de mailler un peu le territoire, et puis après, on est en bon lien avec l'ADI aussi. Oui. On est dans le même bureau à Poitiers, donc on est amené aussi à rencontrer les collègues de l'ADI de Poitiers, et puis avec la région et l'ADEME qui, dès l'instant où il y a des projets potentiellement sur ces questions d'éco-conception par exemple, on essaie de travailler en bonne intelligence pour pas multiplier les contacts directement. Merci. Arnaud, la même question, très concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire ou pas faire pour à pas cher, mais il avait dit qu'il comptait pas, mais quand il dépense, il compte en fait, pour voir ce que vous pouvez faire sur ce territoire, puisque c'est votre territoire de prédilection. Alors, ce qu'on peut faire, je l'ai mentionné, c'est accompagner sur de la mesure des bilans carbone et de la stratégie d'entreprise pour décroître dans le temps, court, moyen, long terme. Ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre en place des structures pour aider à financer cette transition, parce qu'on l'a dit, ça coûte plus cher, d'accord? Donc, ce qu'on est en train de faire, par exemple, c'est le deuxième parti en bas à gauche, et grâce à EDF, qui justement est sociétaire tout nouveau de la coopérative carbone, on va mettre en place des commissions thématiques avec des experts pour regarder comment est-ce qu'on peut décarboner. Alors là, dans ce cas-là, ce sera le secteur du nautisme. Et donc là, je prends un exemple. On va regarder comment est-ce qu'on enlève pour la partie propulsion, toute cette propulsion qui est liée aux énergies fossiles, comment est-ce qu'on arrive à mettre en place des solutions alternatives. Et ces solutions alternatives, aujourd'hui, elles ont tendance à coûter un peu plus cher. Et donc, c'est comment est-ce que nous, on génère derrière des crédits carbone qu'en fait, on va vendre à d'autres industries qui souhaitent compenser leurs émissions ou contribuer. Et avec l'argent récupéré par ces crédits carbone, ça va financer en fait la différence de coût qu'on a aujourd'hui sur entre les modes de propulsion actuels basés sur le fossile et des modes de propulsion plus propres. Donc ça, c'est un exemple. Mais nous, on met en place donc ces commissions et finalement, la coopérative carbone, elle est ouverte à tout le monde. Vous êtes les bienvenus si vous voulez travailler sur ces thématiques-là, sur comment est-ce qu'on décarbone nos... Et je prendrai la question après, j'imagine. Attendez. Juste... je parlerai après. Non, mais on arrive. Au niveau de cette commission, vous lancez une invitation, elle existe, elle va démarrer, elle a démarré. Elle va démarrer, elle n'a pas encore démarré, mais c'est notre grand projet là pour les mois qui viennent. Donc voilà. Et enfin, je terminerai quand même sur la dernière chose qu'on fait et qui est très important pour les entreprises. Et j'ai parlé des réductions, mais il faut aussi parler de l'augmentation des puits de carbone sur le territoire, parce qu'on aura beau essayer de réduire tout ce qu'on veut, et il faut absolument réduire tout ce qu'on peut en termes d'émissions carbone, on va se retrouver avec des émissions résiduelles. Et donc, ce qu'il est important de faire, c'est d'augmenter tous les puits de carbone qui existent sur le territoire. Et ça, en tant qu'entreprise, vous avez la possibilité de contribuer à cela. Nous, la coopérative carbone, on accompagne des projets du territoire, localement, sur la région, qui stockent du carbone ici sur la région. Et on a besoin pour cela de financement. Et pour faire ça, on vend des crédits carbone. Et donc, c'est aussi ce que peut faire une entreprise. C'est d'un côté, elle réduit ses émissions au maximum qu'elle peut, et on l'accompagne pour ça. Et d'un autre côté, elle contribue localement à des projets de séquestration carbone sur le territoire. Très bien. Juste une dernière info très pratique. Vous contactez, même si peut-être que comme la zone de chalandise entre guillemets est moins importante, vous êtes déjà mieux repéré, mais comme c'est tout récent tout ça, on fait quoi? C'est vous l'interface? Il y a une autre personne? Je suis là, j'ai des cartes. Donc pour ceux qui sont là aujourd'hui et pour la suite, puis pour les autres, le cluster donnera vos coordonnées. Vous pouvez aussi aller sur le site internet Coopérative Carbone à La Rochelle et vous trouverez toutes les infos. Fabrice Faure, on va se rassurer. Il y en a qui ont dit qu'il y avait 10 ans, vous avez fait ce débat à peu près ici avec les mêmes personnes. Il y a quelques nouveautés qui nous donnent envie et qui donnent de l'espoir. C'est quoi la page à écrire en ce moment pour que si on se donne rendez-vous dans 10 ans, on ait gagné ce pari qui aujourd'hui, qui plus avec la canicule qui nous guette qu'on va sortir de cette salle, est indispensable? Je pense qu'il y a
par rapport à il y a 10 ans, il y a un effort du territoire qui est là. La CDA, elle met en place des choses. On le voit bien. Cette initiative coopérative carbone en est c'est une piste. La CCI, avec qui on a travaillé sur ces thématiques-là depuis plus de 10 ans, qui a amené beaucoup de créativité autour de ces thématiques-là. Il y a vraiment des choses qui sont enclenchées. Il y a une réalité que vous avez connue, qui quand même qui a été assez bloquante. La Covid a quand même été quelque chose qui a été, on va dire que le fait qu'on puisse pas déjà se rencontrer a vraiment retardé, je pense, pas mal les choses. Et puis il y a une réalité où on l'a vu aujourd'hui. Hein, il y a tout ce qui est lié au climat. De plus en plus, je pense qu'il y a une prise de conscience qui est en train de se faire. Et l'Atlantic Cluster ne peut pas être en dehors de ça. En plus, elle n'y est pas. Elle est déjà très très concernée par ces problèmes-là depuis très longtemps. Quand on parle des chantiers, en fait, les chantiers, ils attendent aussi que les industriels aient des solutions à leur proposer. C'est pas On l'a que entendu nous, tout à l'heure sur les produits, bien sûr. C'est pas que nous, dans les chantiers, qui pouvons arriver. Par contre, ce qui est intéressant, par exemple, actuellement, c'est là, du coup, c'est encore une fois, la CDA, la CCI sur le territoire de La Rochelle, qui met en place un diagnostic autour des déchets. C'est très important que ce diagnostic soit fait pour pouvoir, on va partir avec des indicateurs, on va essayer de voir comment on s'améliore. Ça, c'était pas aussi structuré que ça l'est aujourd'hui. Et en plus, il y a une réglementation, il y a des lois qui sont arrivées, la loi GEC, etc., plein de lois qui arrivent. On est dedans, donc on va pas pouvoir vivre caché éternellement, quoi. Et on va pas se cacher et on va répondre aux questions. Alors, il y en a une qui était partie à gauche, là, tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a d'autres? Micros qui vont circuler si je le prends. Hop, je vais y aller, Fabienne. Refais le transfert de micro. Parce que vous avez l'air de dire que j'en fais pas assez. Allez, une question. J'ose même moquer. Je devrais commencer par dire bien joué le cluster de mettre en place ce genre de rencontre. C'est dans le lien et dans les échanges qu'on y arrive. Donc, avant de rouler dans les brancards, je dois le dire doucement. Bon, on attend la suite alors. On attend la suite. En fait, j'ai deux questions. J'avais une remarque d'abord pour Arnaud. Une remarque essentielle. Je crois qu'il est essentiel pour notre survie d'aller sur l'eau. À l'opposé exact de ce que j'ai dit, si vous croyez que ce que nous faisons n'est pas essentiel, il est essentiel pour notre survie d'aller sur l'eau. À nous d'y aller de façon moins impactante possible. Ça, c'était une petite remarque pour moi. J'ai deux questions. En tant qu'entrepreneur avec un employé, je me suis trouvé moi aussi en face d'aides possibles à avoir et des contraintes qui allaient avec. Et je me suis aperçu que j'ai passé plus de temps à essayer de chercher des aides qu'à faire mon entreprise. Vous avez et à la fin, je faisais plus de sup, je faisais que des aides. Mmh. Donc j'arrête ma boîte de sup et les aides arrivent. Mmh. Mais ma boîte, je viens de l'arrêter. Mais monsieur, prenez les sous. Mais je peux pas, j'ai plus de boîte. Si, prenez, ils sont à vous. Je sais pas ce qu'ils en ont fait, mais je les ai jamais pris. Les aides sont arrivées après que la boîte soit finie 2 ans plus tard. Et ça m'a pris beaucoup de temps de les avoir. Donc, je suis toujours très dubitatif quant au temps qu'il faut pour trouver de l'aide et le fait d'y arriver tout seul. On va y répondre sur les délais, mais... Voilà, et j'ai une autre question, en fait, elle est pour Arnaud, mais là je vais loin. Vous êtes financé comment? Très bien, 2 questions. Allez, le micro, je le ramène, c'est bon, j'ai fait bien. Hop. Bon Arnaud, je crois que vous avez dit que les bateaux n'étaient pas forcément utiles, il faut répondre déjà. Alors, je vous rassure, la première chose que je peux faire si je ne travaille pas, c'est d'être sur l'eau. Donc on est tous d'accord sur le fait que c'est vraiment magnifique de faire ça. Parce qu'ils n'ont pas de goudron, mais ils ont de l'époxy et des trucs, ils ont les plumes aussi. Vous prêchez un convaincu. Pour répondre à la partie du financement, aujourd'hui, il y a une volonté de la coopérative carbone de ne pas être dépendante de financement institutionnel, c'est-à-dire d'avoir une indépendance finalement dans l'origine des fonds. Et pour faire ça, on marche principalement soit sur des conseils d'ingénierie carbone, donc justement quand on va dans des entreprises faire des bilans carbone, c'est une prestation de conseil d'ingénierie qu'on facture aux entreprises. Et pareil pour l'accompagnement, c'est du conseil. Donc ça, c'est une partie de nos revenus. Et une autre partie de nos revenus, c'est les fameux crédits carbone. Alors là, il me faudrait beaucoup de temps pour expliquer la totalité de la chose, mais en gros, nous, on génère des crédits carbone en accompagnant des projets, et il y a des entreprises qui viennent les financer, et nous, sur ces montants-là, on prélève une petite partie pour financer notre fonctionnement. Je ne sais pas si j'étais clair sur cette deuxième partie-là. Vous voulez dire que je peux me permettre de salir la planète, donc je paye des impôts pour ça, et quand je fais que je salisse la planète, vous derrière la CDA. Alors, allez. Alors,
Non, mais le mot crédit carbone a vraiment cette vision-là chez beaucoup de gens. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, moi, si vous venez acheter un crédit carbone à la coopérative carbone, je vous dis pas d'aller polluer l'équivalent de ce que vous avez acheté. Et je vous dis au contraire, ne polluez rien du tout et venez prendre des crédits carbone parce que par contre, ces crédits carbone-là, ils servent à financer des projets dont on a besoin pour stocker le carbone. Donc, en fait, il faut vraiment les différencier. Pour moi, c'est pas un droit à polluer, c'est en fait une démarche citoyenne de je vais créer des puits de carbone sur mon territoire. Ici, c'est des forêts qu'on fait à Dompierre-sur-Mer, près de La Rochelle. C'est plein de forêts qu'on met en place avec le Centre national de la propriété forestière. Ça va être demain dans l'agriculture, du carbone stocké dans les sols avec les agriculteurs du coin, etc., etc. Et ça, il faut le rémunérer. Donc, tous ceux qui veulent participer à ça, on les invite à le faire sans pour autant polluer. Allez, une autre question d'une autre personne. Merci. Et on continuera tout à l'heure. Est-ce qu'on a une autre question ? Oui ou non? Autrement, on va conclure avec Gérard Blanchard et Fabienne pour la présidente du cluster. Je sais que tout le monde a très chaud. Tout le monde a envie d'aller visiter le bateau. Il est juste bien à l'ombre. Sur le bassin des Chalutiers. C'est pour donner envie. Une question. Allez, moi je voudrais une conclusion partagée. Parce qu'on a quand même vu qu'il y avait un espace-temps qui était important. On s'est posé la question sur la première table ronde, est-ce que oui ou non, vous aspirez les uns les autres et que ça légifère et qu'il y ait quelque chose qui impose que ce changement se fasse? Autrement, est-ce qu'on va se retrouver un peu plus vieux dans 10 ans, même si on ne change pas, ni vous ni moi, pour se dire la même chose? Est-ce qu'en gros, vous attendez que le politique, ou en tout cas que le législatif, prenne le relais, ou est-ce qu'il n'y a pas besoin de ça? Un regard là-dessus? Avec la norme peut-être? Mais c'est en route. C'est en route, mais c'est pas daté, on n'a pas de calendrier. Il suffit de regarder ce qui est au niveau européen, ce qui vient d'être fait là, par exemple, sur 2035, donc c'est pas le bateau, mais ça va venir, vous inquiétez pas, c'est comme ça, c'est évident. Je veux dire, c'est une question, elle est évidente parce que le législateur pense qu'il peut intervenir de ce côté-là et c'est comme ça que ça va se faire. Donc le législateur, c'est comme le résultat de nous, citoyens. Ouais. Voilà, c'est des choix politiques qui nous engagent tous, voilà. Est-ce qu'il y a un autre regard? C'est pas une obligation, c'est juste est-ce que quelqu'un partage un regard? Oui, allez-y. Mon avis est que de toute façon, si le législateur n'intervient pas, le contexte et les enjeux vont le faire pour nous. On parle de réchauffement climatique, on est dans un contexte d'appauvrissement de ressources, alors encore plus en ce moment, et donc face à ce contexte un petit peu parfois difficile, l'entreprise sait réagir. Peut-être un peu tard, parfois, peut-être un peu trop lentement, parfois, ok, mais elle sait réagir. Les normes type ISO, système de management, ne vont pas être obligatoires pour autant. Ce qui va les rendre obligatoires, c'est le donneur d'ordre qui va les imposer. Ou qui va imposer une certaine forme de performance environnementale pour pouvoir signer des marchés, parce que ce donneur d'ordre aura aussi des engagements particuliers en la matière et qui voudra travailler avec des prestataires ou des industriels qui sont engagés, qui font de la performance. Frédéric Dupuis, c'est pas pour vous donner la parole, je vous sentais dubitatif, juste une réaction de chef d'entreprise? Ça dépend certainement de la clientèle qu'on a. Nous, on a des particuliers. Je suis pas tout à fait sûr de ce qui vient d'être dit en fait. Mais c'est pas leur souci? Pas encore? Pas encore. Voilà. Ouais. Ok. Mais c'est dommage, attention. Mais ok. C'est une éducation, c'est voilà, des habitudes. On revient à la première table ronde, information, communication, formation. Merci beaucoup, on vous applaudit. On va conclure justement. Allez-y, oui, bien sûr. Avec Fabienne Rouquayrol, donc la présidente du cluster, et je vous ai présenté tout à l'heure Gérard Blanchard, c'est bien de nous rejoindre, vice-président de la région. En tout cas, avec cette casquette-là, ce soir, pour conclure, est élu de La Rochelle et de l'Aglo. C'est intéressant d'avoir votre regard, M. Blanchard, sur le rôle de l'élu, s'il va falloir imposer ou pas. Pour l'Aglo, il est là, ok. Non, juste avant que vous concluiez, je vais vous laisser faire. Juste par rapport à ce regard de chef d'entreprise, de responsable, de responsable aussi aujourd'hui d'économie carbone, est-ce qu'il va falloir effectivement imposer? Et est-ce que vous revendiquez d'être en train de le faire avec le territoire zéro carbone sur le territoire de La Rochelle? Alors, vous m'entendez là? Allez-y. Ouais. Alors, j'ai pas assisté évidemment à tous les échanges puisque j'arrive juste depuis quelques minutes. J'ai juste entendu le dernier échange. Alors nous, on n'impose rien à l'échelle de l'agglomération. On est bien sûr. Il n'est pas lié. Voilà, c'est bon.
Ouais, je voulais faire un peu d'économie. Oui, donc nous, actuellement, à l'échelle de l'agglomération, dans le cadre de ce projet La Rochelle Territoire Zéro Carbone, on n'impose rien puisque c'est un programme volontaire. C'est la volonté politique qui fait qu'il existe. Il existe aussi, par contre, à côté des démarches obligatoires qui s'inscrivent dans des documents de planification. À côté de La Rochelle Territoire Zéro Carbone, on a un plan climat, air, énergie territorial où là, effectivement, on a des objectifs énergétiques de réduction des consommations énergétiques, d'obligation de production d'énergie renouvelable, avec un échéancier. On a l'échéance 2050 qui nous est donnée par l'accord de Paris. Nous, on s'est donné une petite échéance intermédiaire avec La Rochelle Zéro Carbone, neutralité carbone, non pas en 2050, mais en 2040. Et puis, on a un PCAET qui nous dit, voilà, il faut diminuer de 20% de consommation énergétique à l'échelle du territoire de La Rochelle, de notre communauté d'agglo, donc 28 communes. Donc moins 20%, c'est sur toutes les activités et toutes les sources d'énergie. Et pendant le même temps, on essaye d'augmenter de couvrir à hauteur d'un tiers, c'est-à-dire de 33%, par de la production d'énergie renouvelable, notre consommation. Sachant qu'aujourd'hui, on ne produit que 10% de notre consommation. On n'a pas d'éolienne, on n'a quasiment pas de photovoltaïque, on n'a pas de méthanisation. Donc tout ça, il va falloir le mettre en place. Et je suis bien placé pour vous dire que c'est compliqué, puisqu'on a fait voter notre PCAET il y a 3 mois maintenant et que ça a été très très compliqué. Alors pour répondre précisément à la question, je crois que j'irai dans le sens de ce qui a été dit. Aujourd'hui, il y a du travail de sensibilisation qui est fait parce que ça concerne tout le monde. Ça concerne pas que l'État et les collectivités, ça concerne pas que les entreprises, ça concerne aussi chacun d'entre nous en tant que citoyen. Donc il y a ce travail de sensibilisation, à faire. Mais comme Fabrice le disait tout à l'heure, on est bien sur l'industrie automobile. Pourtant, c'est des gros lobbies. Alors d'accord, c'est pas encore traduit dans le droit français. Mais enfin, je pense que c'est passé dans l'esprit de tout le monde. 2035, on arrête de vendre des véhicules thermiques. À partir de là, il y a tout un processus qui va s'enclencher dans l'esprit des gens et on va se tourner vers des véhicules électriques ou d'autres formes. En tout cas, on va pas acheter des véhicules qui vont perdre toute leur valeur d'occasion. Vous voyez, donc je pense que c'est ça. Et bien entendu, ça va toucher tous les acteurs socio-économiques, y compris la filière du nautisme. Je pense que ça, c'est des points quand même importants qu'il faut souligner. Fabienne, un petit mot de conclusion. Alors, peut-être 3. Oui. Alors d'abord remercier tous ceux qui sont venus participer à cette table ronde. C'est pas toujours facile de s'exposer à la fois dans ses expériences, ses échecs, ses points de vue face à une assemblée. Donc merci à vous tous d'avoir bien voulu jouer le jeu. La deuxième, c'est que bien qu'on puisse considérer qu'on soit pas tous tout à fait d'accord, bien qu'on puisse considérer que le chemin ne soit pas clairement et complètement ouvert, moi je retiendrai une chose, c'est que globalement la région Nouvelle-Aquitaine est plutôt pas mal armée au vu des exemples des expériences, des réalisations, des questionnements qui nous ont été aujourd'hui présentés, et ça c'est plutôt vecteur d'espoir, quoi. Et qu'il convient effectivement de continuer à travailler en ce sens. Le troisième point, c'est que je suis pas tout à fait sûre que l'on ait besoin, en tous les cas, moi j'aime pas tellement ça, bien que j'ai une équipe qui l'utilise régulièrement, mais j'aime pas trop qu'on me bouscule quand je dois prendre une décision. Mais des fois ça arrive et je finis par la prendre, donc j'ai pas tellement envie qu'on m'impose une réglementation. Je sais qu'elle va arriver. C'est sûr qu'elle va arriver, comme tu disais, Fabrice, c'est sûr. Moi, j'ai plutôt envie qu'on se dise, là, on a quelques toutes petites années pour être prêt à la recevoir, même si on pouvait l'anticiper. Allez, on pourrait se reposer, quoi. Et tout l'enjeu du travail qu'on pourrait faire avec l'Atlantic Cluster, sans doute, reposerait là-dessus. Essayer de ne pas subir ce qui nous sera imposé par d'autres, je pense qu'il n'y a rien de pire, mais c'est d'être plutôt dans l'anticipation et de nous doter de nos propres règles, quoi. Et moi, j'aime plutôt cet esprit-là, et qui est un esprit que je trouve assez fréquent dans l'Atlantic Cluster. Donc pour toutes ces raisons, on va continuer à travailler ensemble, on va continuer à faire des tables rondes, on va continuer à s'étriper en réunion de bureau, de conseil d'administration, etc. Mais tout ça est très productif finalement, donc
Voilà, pour conclure, merci. Alors, je vais juste dire, parce que Gaël m'a dit, attention, si tu le dis pas, je serai pas contente. Donc, nous pouvons aller maintenant visiter, pour ceux qui le souhaitent, et ceux qui ont beaucoup de courage, le Classe 40, qui est donc au bout du quai, là. Et que, avant de fondre complètement, et que la récompense, c'est qu'il faut qu'on soit de retour ici, tous à 19h, au restaurant La Fabrique, non. La fabuleuse cantine, parce que là, on aura un coup à boire. Voilà. Merci à vous, merci à toi Stéphane d'avoir animé. Merci à vous tous. Merci. Bonne visite.